Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette conférence de presse que j'ai le plaisir d'introduire. Donc, c'est une conférence de presse de lancement du dispositif d'évaluation dit ex ante, c'est-à-dire antérieur à la mise en place formelle de l'information nutritionnelle, et ceci dans des conditions réelles d'achat. L'objectif principal aujourd'hui, c'est de vous présenter les modalités concrètes de la mise en œuvre, modalités, je le dis, qui respectent strictement le protocole qui a été proposé par le comité scientifique, présidé par Noël Renaudin, ici présent, à ma droite, que nous avons réuni ce matin pour ce lancement et dont je salue les travaux. Depuis plusieurs années, de nombreux comités d'experts nationaux et internationaux recommandent la mise en place d'un système d'information nutritionnelle permettant à tous les consommateurs, y compris ceux dont le niveau d'éducation n'autorise pas une analyse complète des étiquetages, de faire des choix éclairés pour la santé. La loi de modernisation de notre système de santé a donc inscrit ce principe de faciliter l'information nutritionnelle des consommateurs en mettant en place un système d'étiquetage simple. Cette mesure est destinée à donner les moyens aux consommateurs, au moment de l'acte d'achat en magasin, de prendre en compte, parmi les éléments du choix, la dimension nutritionnelle du produit. Elle doit ainsi contribuer à réduire les inégalités sociales de santé en matière de nutrition et ses multiples conséquences pathologiques. Je me permets de rappeler quelques éléments d'épidémiologie. L'obésité concerne aujourd'hui 15% des adultes dans un pays comme le nôtre, soit 7 millions de personnes. 3,5% des enfants de moins de 15 ans, soit 450 000 enfants. Les inégalités sociales sont majeures et ne diminuent pas. Dans les familles défavorisées, la prévalence est de 25,6%, quand elle n'est que de 7% dans les familles favorisées. Entre 2000 et 2012, il y a eu chez les premiers, chez les favorisés, chez les défavorisés, un accroissement de 12,1% de cette prévalence, quand elle n'était que de 0,1% chez les plus favorisés. L'évolution à la hausse de la prévalence d'obésité est d'autant plus importante que le revenu des familles diminue. Par ailleurs, l'obésité est associée à de nombreuses autres pathologies chroniques qui, en France comme en Europe, sont la cause des décès qui concernent un très grand nombre d'individus. Certains ont parlé d'épidémie. Pour les maladies cardiovasculaires, de nombreux types de cancers et le diabète de type 2. L'article 14 de la loi de modernisation de notre système de santé prévoit donc que les pouvoirs publics recommandent, pas imposent, recommandent, aux producteurs d'aliments un système d'étiquetage nutritionnel graphique pour faciliter le choix d'achat du consommateur au regard de la composition nutritionnelle des produits. Cette possibilité est offerte par la réglementation européenne, dit règlement INCO, et ceci en complément de la déclaration nutritionnelle obligatoire mentionnée à l'article 30 de ce règlement. Elle ne permet pas, en revanche, de rendre obligatoire cet étiquetage. Le décret en Conseil d'État, qui a été publié le 19 juillet 2016, indique que l'évaluation dont nous parlons aujourd'hui, portant sur plusieurs formes d'expression, je cite le décret, et s'effectuant en conditions réelles d'achat, contribue, je reviendrai sur ce mot, sur ce verbe, à définir le choix de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle. Pour mettre en place la mise de cette information nutritionnelle, nous avons réuni un groupe de concertation dès mars 2015 qui a associé, sous la supervision de la Direction générale de la santé, en l'occurrence de moi-même, j'ai présidé toutes les réunions, l'ensemble des parties prenantes, les représentants de l'industrie alimentaire, de la distribution, les associations de consommateurs que je salue, qui ont été des partenaires extrêmement loyaux et extrêmement engagés, les représentants des sociétés savantes de santé publique, sociétés savantes de nutrition, les associations de consommateurs
évidemment très important que j'ai déjà mentionné, le Conseil national de l'alimentation, les directions d'administration centrale concernées, je vais y revenir, et l'Agence nationale de santé publique. Cette concertation très constructive, je veux insister sur ce point, a permis d'aboutir à un consensus sur la nécessité d'évaluer plusieurs systèmes d'information nutritionnelle en vie réelle. De fait, 2 repères dits synthétiques qui ont bénéficié l'un puis l'autre d'un appui scientifique de l'ANSES, l'Agence nationale de santé, environnement, alimentation et travail, l'un appelé Nutri-Score, très connu, appelé Score 5C, 5 couleurs, un autre développé ensuite, présenté aussi à l'ANSES, qui s'appelle le SENS, Score d'étiquetage nutritionnel simplifié, pour l'acronyme, ou repère alimentaire. Ces 2 scores proviennent d'équipes scientifiques qui ont des travaux validés au niveau international. Et puis 2 repères dits analytiques, d'usage actuel en Europe, qui présentent l'ensemble des composantes d'un plat, avec le sel, le sucre, l'énergie, les graisses saturées. L'un qui s'appelle Nutri-Repère, qui est rattaché au repère nutritionnel journalier, et l'autre, appelé Nutri-Couleur, dans les documents que nous vous remettrons, et qui correspond, pour ceux qui suivent l'information, au Traffic Light des Britanniques. Il était intéressant de comparer 2 approches synthétiques et 2 approches analytiques, chacun ayant des mérites. Les logos vont être testés en conditions réelles d'achat, c'est-à-dire dans de vrais magasins, pour déterminer celui qui apparaîtra comme le mieux adapté à l'information des consommateurs et le plus susceptible de guider leur comportement d'achat, de sorte que les comportements alimentaires induits, évidemment ce n'est qu'une répercussion, puissent être le plus favorable possible à la santé. On le répète ici, ce n'est pas l'ensemble du dispositif d'amélioration de la nutrition et de la santé des Français. C'est l'acte d'achat qui est un moment très important et dans lequel le temps consacré doit être très court. Autrement dit, ces repères doivent être compréhensibles. Cette évaluation contribuera au choix du système recommandé conjointement par les pouvoirs publics et nous avons associé les ministères en charge de la consommation et de l'alimentation dans ce projet novateur d'évaluation et je les en remercie et ils sont d'ailleurs présents avec nous aujourd'hui. L'implication du gouvernement dans ce projet se traduit par un financement conséquent de la part de la Caisse nationale d'assurance maladie, dont je remercie également la représentation aujourd'hui, et de l'État, puisque la Direction générale de la santé contribue également à ce financement, à hauteur de l'enjeu de santé publique que représente la nutrition. Donc l'évaluation va porter sur 60 magasins. Ceci va vous être expliqué de manière plus précise par Daniel Nero, directeur général du Fonds de dotation Fonds français pour l'alimentation et la santé, et Sandrine Raffin, présidente de l'agence LinkUp, qui est chargée de la coordination des prestataires techniques intervenant dans cette évaluation. Je les remercie tous les deux et tous ceux qui ont travaillé autour d'eux pour l'énorme travail de préparation qu'ils ont pu mettre en place. C'est extrêmement impressionnant et vous vous en rendrez compte par vous-même au regard de ce qui va vous être présenté. Dans le cadre de cette mise en œuvre, le protocole a mis en avant un critère très important d'appréciation pour l'efficacité de l'information nutritionnelle vis-à-vis des consommateurs défavorisés. J'ai indiqué les écarts sociaux par rapport à ces indicateurs ou ces informations nutritionnelles. Et donc, afin de tenir compte de l'influence du facteur social ou socio-économique sur le geste d'achat et de l'influence de l'information nutritionnelle, les magasins ont été stratifiés, et je pense que Noël Renaudin nous l'expliquera dans le cadre des travaux du comité scientifique. Il est d'ailleurs associé avec Pierre Chandon ce matin, membre du comité scientifique que je remercie pour sa présence. Et donc, ils ont été stratifiés, ces magasins, selon les déterminants socio-économiques définis dans les agglomérations concernées par l'évaluation. À l'issue de l'évaluation, pour fonder le choix du repère nutritionnel retenu, l'ANSES utilisera les résultats qui ont été observés et retiendra les expertises scientifiques disponibles, notamment les travaux que l'ANSES a réalisés sur les 2 scores synthétiques et un 3e d'ailleurs qui a été proposé par Leclerc et donc qui seront confrontés aux résultats de cette évaluation. Comme je l'ai indiqué, le décret d'application indique que l'évaluation en tant que telle contribue à ce travail que l'ANSES finalisera
à l'issue de cette grande évaluation. Alors, à partir de l'expertise que rendra l'ANSES, les ministres concernés signeront l'arrêté qui précise effectivement le cahier des charges de cette information nutritionnelle, dont je rappelle qu'elle est non obligatoire. Et donc elle suppose un engagement des parties prenantes, d'où cette démarche qui a pu être la nôtre. C'est dans un temps très réduit que nous avons pu mettre en place cette évaluation pour respecter les engagements que la ministre avait pris et qui constitue d'une certaine manière une première. En effet, aucune étude n'a été réalisée à ce jour comparant autant de systèmes d'information nutritionnelle en magasin, ce qui permettra de savoir, nous l'espérons, quel est le système le mieux à même de répondre à l'objectif de santé publique et à la meilleure compréhension possible du consommateur. Je veux souligner aujourd'hui que cette étude sera également suivie, ou est également suivie, par la Commission européenne dans le cadre des travaux menés par les États membres sur une information nutritionnelle facultative complémentaire de celle rendue obligatoire par le règlement communautaire. La Commission européenne, tenue régulièrement informée par ce projet d'évaluation à l'occasion d'échanges, y compris à Bruxelles même, a un siège d'observateur dans le comité de pilotage de l'évaluation. Le résultat de ces travaux devrait permettre aux autorités françaises d'être force de proposition pour les discussions prévues au niveau européen à partir de la fin 2017 en vue d'une harmonisation d'un système graphique pour le marché. Et donc ce point pour la France est certainement très important. Enfin, le système qui sera recommandé par les pouvoirs publics en France à compter de début 2017 restera, comme je l'ai indiqué plusieurs fois, facultatif et d'application strictement volontaire par les entreprises de l'agroalimentaire et les distributeurs. Leur adhésion est donc un élément très important de succès. Voilà, je donne maintenant la parole à Christian Babuzio. Je crois qu'on ne présente plus Christian Babuzio, mais je vais quand même le faire, qui est président de chambre honoraire de la Cour des comptes, expert de l'information du consommateur en tant qu'ancien directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, président du conseil d'administration du Fonds français Alimentation Santé et coprésident avec moi du comité de pilotage de l'évaluation. Merci Christian pour le travail que nous avons accompli jusqu'à présent et pour le travail qu'il nous reste à faire, car nous en avons encore beaucoup. Succéderont à Christian Noël Renaudin, président du comité scientifique, accompagné de Pierre Chandon, Daniel Nero, sur ma gauche, directeur général du Fonds français Alimentation Santé, et Sandrine Raffin, présidente de l'agence LinkUp, chargée de la coordination des prestataires techniques qui interviennent dans cette évaluation. Je vous remercie pour votre participation et je vous remercie pour votre attention et pour les questions que vous nous poserez après la présentation générale du dispositif. Christian, je vous passe la parole. Cher Benoît, merci. Je vais juste dire quelques mots parce que l'objectif ce matin, c'est l'information sur les modalités concrètes de cette évaluation sur le terrain qui va se dérouler très très bientôt. Et donc ce que je voudrais, c'est dire bien sûr que je suis en plein accord avec ce que vous venez de dire et avec la perspective générale que vous avez rappelée sur les enjeux pour tous les consommateurs. Alors c'est vrai que l'étiquetage, ce n'est pas tout. Il y a aussi tous les sujets sur la composition même des produits. Et bien entendu, tout ce qu'on peut essayer de faire sur l'étiquetage ne doit pas conduire à oublier les nécessaires progrès sur la composition même des produits. Mais c'est vrai que l'étiquetage, c'est quelque chose d'important et vous avez bien voulu rappeler des fonctions que j'ai exercées de manière antérieure et lorsque nous avons fait le code de la consommation, y compris avec Noël Renaudin, c'était vraiment des sujets majeurs et de même dans des fonctions successives ou des activités successives que j'ai exercées. Et donc, on voit bien que l'étiquetage, c'est un long combat, c'est aussi un combat permanent parce qu'il faut sans arrêt l'adapter. Et je crois que cette étape-là, d'un logo qui simplifie la lecture pour les consommateurs, c'était une étape importante. Et c'est pourquoi, de longue date, j'avais souhaité, même avant de présider le Fonds français, et bien sûr depuis que je le préside, dès le début où je l'ai présidé,
que nous puissions contribuer à stimuler l'initiative dans ce domaine. Et c'est ce que nous avons donc essayé de faire en prenant des positions publiques extrêmement vite, dès juin 2015, à nouveau dans un communiqué du mois d'août 2015, et en nous tenant prêts à agir pour que les choses ensuite puissent aller vite. Alors, cela amène à souligner peut-être un autre point que vous avez évoqué, je crois, un petit peu, c'est que les choses sont allées très vite. Et je dirais, c'est à l'honneur des services de ce ministère et de tous ceux qui y contribuent, c'est qu'on voit bien que la loi de santé, c'est le 26 janvier 2016, le décret est sorti le 19 juillet, et puis 19 juillet, et 2 mois après, ça peut démarrer concrètement sur le terrain, et parce que tout le monde a fantastiquement travaillé, et dans un travail qui a été, et qui va être totalement en équipe, justement, avec tous ceux qui sont intéressés et tous ceux qui participent en permanence à la réflexion, que ce soit les organisations de consommateurs, beaucoup de scientifiques, les différentes administrations, y compris avec le rôle que jouera la DGCCRF dans le contrôle de la mise en œuvre sur le terrain. Donc tout cela est allé, je crois, vite, et que justement le moment était venu de présenter les modalités concrètes de déroulement de cette opération. Voilà simplement ce que je voulais dire avant que la parole ne revienne justement à Noël Renaudin et Daniel Nero et Sandrine Raffin. Merci beaucoup, Christian. Donc, je pense que Noël, le moment est venu de faire la présentation du rapport du comité scientifique. Oui, merci beaucoup. Alors, je vais présenter quelque chose qui est connu, puisque pour rappeler un peu la chronologie, donc le comité scientifique qui a été désigné en février dernier, il lui a été demandé de faire successivement 3 choses. Premièrement, de construire le protocole de l'intervention à conduire en vraie vie et grandeur nature, dont nous allons parler. Deuxièmement, de suivre cette intervention, c'est ce que nous nous apprêtons à faire dans les semaines qui viennent. Et troisièmement, in fine, lorsque les données qui auront été recueillies auront été exploitées, de faire un rapport sur ce qu'on peut, de notre point de vue, en dire. Alors, la première étape est terminée, elle s'est terminée mi-avril, et le protocole, dont je vais vous présenter les grandes lignes, a été à ce moment-là publié. Alors, je ne vais pas dire de choses qui ne figurent dans ce qui a été publié mi-avril, et je me permettrai d'ailleurs, à l'intention de ceux qui pourraient ne pas l'avoir lu, de reprendre la première partie de ce rapport. Ceci afin d'expliquer les principes qui nous ont guidés pour établir ce protocole, et aussi pour ne pas anticiper, pour que vous n'entendiez pas 3 fois la même chose, pour ne pas anticiper ce que pourront vous dire Daniel et Sandrine Raffin sur la transposition du protocole dans l'opérationnel. Alors, ce protocole, donc, nous l'avons construit en nous appuyant sur 3 principes. Le premier des principes étant d'ailleurs plutôt une contrainte. Le premier principe contrainte, c'est qu'il fallait monter quelque chose qui permette de respecter les délais courts qui étaient souhaités par les pouvoirs publics et qui permettent de respecter aussi les enveloppes budgétaires nécessairement limitées qui étaient imposées. Limitées mais suffisantes, je m'empresse de le dire. Deuxième principe, assurer l'égalité de concurrence entre les 4 systèmes à comparer. C'est évidemment fort important puisque, comme chacun le sait, ces systèmes sont maintenant connus, ils ont des défenseurs,
diverses personnes ont exprimé leurs préférences envers l'un ou envers l'autre. Et donc, nous avons pensé qu'il fallait être particulièrement attentif à ce que l'intervention dont nous avons défini les règles soit impeccable de ce point de vue de l'égalité entre les systèmes à comparer. Et puis, troisième élément, il fallait que le résultat de l'intervention constitue une véritable aide à la décision. Nous avons pris le maximum de soins et fait le maximum d'efforts pour que, on ne peut pas le garantir, parce qu'on ne sait pas bien sûr ce qui va être observé, mais pour mettre toutes les chances de notre côté pour que, lorsqu'on aura les résultats, ils disent quelque chose. Ils disent quelque chose sur le sujet qui nous intéresse, qui est quel est celui de ces 4 systèmes qui entraîne a priori les conséquences les plus favorables du point de vue du comportement d'achat des consommateurs. Alors je vais prendre rapidement ces 3 points pour dire dans chaque cas quelles conséquences ça a eu sur le protocole que nous avons défini. Alors le premier point, c'était celui des coûts. Alors ça nous a très vite orienté de façon probablement fatale vers une méthode d'intervention qui est celle de l'essai contrôlé et randomisé par groupe. Alors tout le monde n'est peut-être pas extraordinairement familier de ces choses-là, mais pour dire les choses simplement, pour faire un essai à partir de quoi on puisse dire quelque chose, il faut faire intervenir le hasard dans le choix des personnes, en l'occurrence c'est des personnes dont on va observer les comportements, dans le choix des personnes qui appartiennent à chacune des branches de l'essai. Alors dans notre essai, on a 4 branches, qui sont chacune correspondant à l'un des systèmes d'étiquetage à comparer, et puis on a une branche contrôle qui permet de voir ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas d'étiquetage simplifié à la disposition des consommateurs. Alors donc, l'essai randomisé par groupe, ça consiste à dire qu'au lieu de faire jouer le hasard individuellement sur chacun des consommateurs, ce qui est très compliqué et éventuellement très coûteux, on fait jouer le hasard, ce qu'on randomise, pour employer le jargon. Ce sont des groupes de personnes, et en l'occurrence, ce sont des magasins, mais j'en dirai un mot dans le détail tout à l'heure. Alors l'autre conséquence que nous avons tirée du fait qu'il fallait à la fois aller vite et être économe de l'argent, c'est de faire autant qu'on pouvait le faire, de renvoyer à des études soit préalables, soit successives en laboratoire ou en magasin expérimental, tout ce qui n'avait pas strictement besoin d'être fait dans l'étude vraie grandeur. Parce que bien sûr, ce qui coûte cher dans cette affaire-là, c'est la vraie grandeur. C'est le nombre d'étiquettes qu'il faut mettre sur des produits. Je le dis au passage, on s'attend à mettre 2 millions d'étiquettes, ce qui est tout à fait considérable. Alors, deuxième point, l'égalité de concurrence. Le premier sujet sur lequel nous avons réfléchi, et abondamment réfléchi sur ce thème, c'est quand il a fallu choisir un critère de jugement, puisque le principe de l'essai contrôlé randomisé par groupe dont je viens de vous expliquer les tenants et aboutissants, c'est qu'il faut le faire fonctionner avec un critère unique. Alors ce critère unique, nous l'avons trouvé dans ce qu'on appelle le score FSA, qui est un score nutritionnel qui présente un certain nombre de qualités, mais qui en gros attribue un certain nombre de points, en plus ou en moins, à la composition nutritionnelle d'un produit. Alors, ce score FSA, nous l'avons choisi avec précaution parce qu'il se trouve, et là aussi je vais en dire quelques mots, que c'est sur le fondement de ce score que l'un des systèmes que nous comparons a été construit. Les autres étant construits sur des approches de la valeur nutritionnelle des produits un peu différentes. Et donc, il y avait lieu de vérifier que c'était bien ça qu'il fallait choisir comme critère, et deuxièmement, de s'assurer que le choix de ce critère n'entraînait pas davantage anormal pour l'un des systèmes d'étiquetage. Alors, la raison pour laquelle, de fond pour laquelle nous avons choisi le score FSA, c'est que c'est à la connaissance de notre groupe, mais je crois qu'on ne se trompe pas, le seul score qui soit validé du point de vue de la santé publique. C'est-à-dire qu'il y a des études qui montrent
que l'amélioration du score FSA dans la consommation des gens est corrélée avec une diminution de leur risque sur un certain nombre de critères médicaux, par exemple le cardiovasculaire. Et donc, c'est un critère, et il n'y en a pas d'autre à notre connaissance, qui a une validité scientifique du point de vue de la santé publique. L'autre avantage que nous avons vu au score FSA, c'est qu'il est commode d'utilisation, parce que, comme il est unique, il est unidimensionnel, si je peux dire, et pour chaque produit, il donne un score qui s'exprime par un nombre. Ça veut dire qu'on peut ordonner les résultats. On peut comparer entre du plus ou du moins. Si l'un des concurrents améliore plus le score FSA qu'un autre, nous pourrons dire, du point de vue du critère que nous avons choisi, c'est un meilleur système. Alors, les autres systèmes ont beaucoup d'avantages, mais ils n'ont pas celui-là. Et notamment, l'autre système synthétique que nous comparons et positionne, si vous voulez, les produits dans un espace à 2 dimensions. Donc, si suivant qu'on privilégie une dimension ou l'autre, on va ordonner les systèmes de façon différente. Et enfin, les systèmes analytiques, il est extrêmement difficile d'en tirer une conclusion générale, puisque, je ne sais pas, moi, le système des traffic lights, par exemple, il va plus faire baisser le sel que le système FSA, mais et alors? Et les acides gras, et les calories, etc. Donc on ne peut pas, à partir des critères des systèmes analytiques, établir un ordre, ce qui était ce que nous pensions que nous devions permettre de faire entre les systèmes d'étiquetage. Alors, cependant, comme restait, je suis un peu long sur ce point parce que ça nous a beaucoup occupé et de notre point de vue, c'est très important. Comme il restait vrai que ce système FSA fatal, donc pour les raisons que je viens de vous expliquer, il fallait vérifier qu'il n'avantage pas un système ou un autre. Nous nous sommes assurés par ailleurs, dans le choix des produits, des rayons que nous allons mettre sous observation, nous sommes assurés que, alors je vais essayer de dire la chose de façon simple, que les déplacements de consommation induits par chacun des systèmes d'étiquetage avaient des conséquences de même nature sur l'amélioration du score FSA. Enfin, je vais le redire pour être sûr d'être tout à fait clair. C'est-à-dire que quand nous sommes assurés de choisir des produits pour lesquels, si le système Traffic Lights fonctionne, c'est-à-dire si les gens y sont sensibles, ils vont améliorer leur score FSA de la même manière que ceux qui auront été sensibles au système des 5 couleurs qui, lui, est fondé sur le système FSA. De sorte que nous avons vérifié, si vous voulez, que le choix du critère de jugement était bien neutre vis-à-vis de la concurrence entre les 4 systèmes d'étiquetage à comparer. Enfin, autres éléments d'égalité de concurrence, c'est celui de l'information des consommateurs. Donc, nous avons pensé qu'il était raisonnable à la fois de normer et de limiter l'information des consommateurs au cours de l'expérience. Donc, il n'y aura d'information que sur les lieux de vente. Cette information sera limitée à des tracts, je ne sais plus comment on dit maintenant en anglais, des tracts distribués aux consommateurs, des totems placés à l'entrée des magasins et des stop rayons, c'est comme ça qu'on dit, hein, Pierre, oui. Des stop rayons à l'entrée des rayons et de façon neutre. Alors nous avons également vérifié cette neutralité, puisque nous avions demandé dans le protocole, comme pourront le voir ceux qui le liront, que l'information construite à cette fin, nous avons demandé à la voir pour vérifier qu'elle respectait bien cet objectif de neutralité. Et je pense qu'aujourd'hui, dans l'état où elle est, je ne sais pas si ça va être distribué aujourd'hui, je pense que oui, vous verrez que, j'espère que vous penserez comme nous, que cette information est neutre. Alors, 3 derniers points peut-être importants sur ce point. Il fallait aussi s'assurer que les étiquettes eux-mêmes n'induisaient pas de risque de différence de traitement entre les systèmes. Alors, ceci a fait l'objet d'études de laboratoire dont nous avons pris connaissance et nous avons pu vérifier que les étiquettes telles qu'il était envisagé de
dessiner, si je peux dire, et surtout de les calibrer, à la question de la taille de l'étiquette, entraînait, autant qu'on puisse en juger aujourd'hui, un niveau de lisibilité et de compréhension identique pour l'ensemble des systèmes. Alors, troisième point, il fallait que notre objectif était que cette intervention constitue une véritable aide à la décision. Alors, Benoît Vallet a déjà parlé des 4 systèmes, puisque ça faisait partie du non-dit, mais nous avons quand même vérifié qu'avec cette comparaison de 4 systèmes, on avait tout ce qu'il fallait, puisqu'en effet, on a les 2 seuls systèmes synthétiques à notre connaissance qui soient libres de droit, c'est-à-dire qu'on puisse utiliser sans avoir à payer des redevances à quelqu'un, et les 2 seuls systèmes analytiques qui soient effectivement utilisés, proposés en Europe. Et donc, en principe, on fait le tour de la question de façon suffisante avec ces 4 systèmes. Mais le point fondamental pour que ça puisse servir d'aide à la décision, c'est un point technique qui est un problème de puissance statistique. C'est-à-dire qu'il faut que ce que nous regarderons nous permettent, enfin que les observations que nous aurons rassemblées permettent, si elles font apparaître des différences entre les systèmes, de soutenir que ce n'est probablement pas dû au hasard. Je ne sais pas comment on peut dire les choses autrement, Pierre. Bon. Et alors pour ce faire, nous avons pris 2 sortes de précautions. La première, qui est une préoccupation, qui est une précaution qui est conforme à l'état de l'art, c'est que dans les essais contrôlés randomisés par grappe, il faut que chaque grappe soit suffisamment grande. Hein, et donc, nous avons recommandé que chaque groupe de magasins soit constitué de 10 magasins. Alors, c'est pour ça qu'il y en a 60. Nous avions dit 50, c'est-à-dire 4 x 10 pour les produits étiquetés, et puis 1 x 10 pour le groupe contrôle. Il nous a été fait remarquer dans le courant de l'été qu'après tout, ce qui coûtait cher, c'était d'étiqueter, mais pas de regarder des achats. Et donc, on a accepté bien volontiers de mettre 20 magasins dans le groupe contrôle, ce qui fait donc 60 magasins au total. Alors, deuxièmement, pour le choix de ces magasins, nous avons pris un certain nombre de précautions pour que les groupes soient aussi homogènes que possible. Et donc, nous avons pensé qu'il était important que dans chaque groupe, il y ait la même représentation de chacune des enseignes. Alors, au nom de l'idée que, par exemple, les promotions, le marketing avaient plus de chances de se ressembler à l'intérieur de la même enseigne d'une ville à l'autre que d'une enseigne à l'autre. Donc, nous avons pensé que ça permettrait d'éviter un certain nombre de biais. Alors, deuxièmement, nous l'avons, comme ça a été indiqué, stratifié selon le CSP des villes, de la population des villes dans lesquelles étaient installés les magasins, de sorte à avoir une information sur l'effet spécifique, s'il existe, hein, des systèmes d'étiquetage sur des populations moins favorisées économiquement. Et puis, troisièmement, et toujours dans la perspective, si vous voulez, d'avoir une puissance statistique suffisante, nous nous sommes assurés que les rayons que nous proposions permettraient de faire apparaître des différences. Si vous voulez, parce que ce n'est pas le tout d'avoir beaucoup d'informations, on va avoir des millions hein, de tickets de caisse, mais ce n'est pas le tout d'avoir beaucoup d'informations et d'avoir choisi les bons magasins. Si on observe un phénomène microscopique, on risque de ne pas le voir. Donc, pour être sûr d'observer un phénomène suffisamment visible, nous avons choisi des rayons dans lesquels il y avait de vraies différences, à la fois du point de vue du score FSA et du point de vue de l'étiquetage de chacun des systèmes à comparer, toujours même perspective d'égalité de concurrence. Hein. Nous avons pris soin de choisir des rayons où on puisse faire des écarts, c'est-à-dire où les systèmes d'étiquetage, s'ils sont efficaces, ce qui est justement l'enjeu de l'observation, entraînent des modifications du score FSA d'ampleur suffisante
pour être observé. Voilà, excusez-moi, c'est un peu technique, mais après tout, c'est ça qu'on nous a demandé. Voilà, donc moi j'en ai fini avec la présentation des principes. Pierre Chandon et moi, mais surtout lui, seront tout à l'heure à votre disposition pour répondre aux questions plus particulières que vous pourriez avoir sur le protocole. Merci beaucoup. Merci beaucoup Noël pour cette présentation très posée, très claire sur le plan des enjeux scientifiques qui sont nombreux. Pour ceux d'entre vous qui auraient le goût du protocole scientifique, il est consultable, ainsi que de nombreux documents qui ont trait à ce travail, sur le site du ministère. Sur le site web du ministère, vous avez les documents dont vous pouvez souhaiter prendre connaissance pour aller plus loin dans tous ces mécanismes qui sont tout à fait précieux pour une réalisation concrète ensuite. Eh bien, puisqu'on parle de réalisation concrète, on y va, et je passe donc la parole à Daniel Néraud, donc directeur général du Fonds français. Merci, monsieur le directeur général de la Santé. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je brûle d'envie, non pas de dévorer les 4 pizzas que j'ai sous les yeux, ce qui ne serait pas très raisonnable, mais d'aller très très vite, et aussi vite que possible, vers les modalités opérationnelles et vers le dispositif expérimental qu'on a mis en place, en transcrivant bien entendu le protocole scientifique, et j'ai eu du mal à m'y faire, j'ai enfin intégré cette dimension, qui est une première mondiale. Jamais un dispositif expérimental de cette ampleur a été mis en place pour une étude de consommation. Et je citerai un seul chiffre. J'ai pris soin de calculer ça hier soir. Il y aura 120 personnes à l'œuvre à partir du 26, ou même un peu avant, quand même, quelques-uns travaillent déjà, pour que cette affaire aille à son terme. Alors, elle a évidemment un objet principal qui consiste à apporter des éléments de décision au gouvernement pour qu'un dispositif soit in fine recommandé aux opérateurs économiques pour être déployé. Mais moi, j'en ai vu d'autres, chemin faisant. C'est le fait que très vraisemblablement, au regard de ce qu'a pu vous dire Noël Renaudin, on va agréger tant de données, de consommation bien entendu, tant de données que vraisemblablement on va travailler pendant plusieurs années pour les exploiter complètement. Donc vous voyez bien qu'il va y avoir 2 temps. Un temps aussi rapide que possible pour être à la disposition de ceux qui nous ont passé commande en quelque sorte, mais un deuxième temps qui sera vraiment un temps de recherche, un temps expérimental, que moi j'estime être totalement précieux. Alors, je ne veux pas faire que l'économie quand même si je brûle d'envie de céder la parole à Sandrine Raffin, comme je l'ai dit, mais je veux vous dire en un mot que cette affaire d'expérimentation en conditions réelles d'achat est pour le Fonds français un fil conducteur depuis sa création. Et nous ne sommes pas un organisme très ancien, puisque créé en 2011, mais dès 2012, nous avons ouvert un premier appel à projet, comme nous en avons ouvert un chaque année par la suite. Et je signale en passant que notre vocation est de recueillir des fonds privés pour les mettre au service d'une mission d'intérêt général. Elle est très simple à énoncer, c'est faire en sorte que l'alimentation soit pour chacun d'entre nous un facteur de santé à tous les âges de la vie. Et nous avions vu à l'époque, dès 2012, que l'expérimentation en conditions réelles serait vraisemblablement celle qui fournirait le plus d'informations, pour peu qu'on ne soit pas pressé, c'est-à-dire qu'on se donne le temps d'exploiter la totalité des données collectées. Donc on a fait un petit projet qui portait sur 2 magasins, qui était un petit pilote, et qui nous a livré beaucoup d'enseignements. C'était dans les quartiers nord de Marseille. Je précise qu'il y en a eu 2, en fait, des tout petits pilotes qui ont été conduits, l'un à l'initiative du ministère de la Santé, Vita+, et l'autre à l'initiative du Fonds. Et puis, nous avons cheminé en travaillant 3 ou 4 fois depuis sur ces sujets, jusqu'à les présenter au groupe de concertation dont parlait le directeur général de la Santé tout à l'heure. Alors, c'est quoi concrètement le rôle d'un porteur opérationnel de projet? C'est, premièrement et avant toute autre chose, mettre en œuvre la méthodologie élaborée par le comité scientifique. Elle vous a été détaillée, je n'y reviendrai pas. Ensuite, c'est rendre possible cette affaire. Et rendre possible, c'est évidemment collecter, recueillir les financements privés et publics qui étaient nécessaires à cette évaluation et qui l'ont rendu possible tout simplement. Ensuite, autre chose de complexe,
qui n'allait pas de soi et qui a été un travail de chaque instant, c'était le fait de recueillir les autorisations des producteurs d'aliments. Vous savez bien qu'on est dans un domaine où les droits des marques font l'objet d'un corpus juridique. On ne fait pas tout et n'importe quoi. On n'impose pas, on ne recouvre pas une marque parce qu'on en a envie. On le fait dès lors qu'on a recueilli l'autorisation expresse du fabricant et du détenteur des droits. Donc nous avons convaincu un nombre suffisant. Il faut le dire, parce que tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Ce n'était pas une aspiration totalement manifeste des producteurs d'aliments que d'aller vers les systèmes graphiques d'information nutritionnelle, quels qu'ils soient. L'autre travail important que nous avons dû faire, c'est de se mettre dans la vraie vie. Et la vraie vie, ce sont les magasins. Et donc, il a fallu aller chercher l'autorisation de son domaine privé, même si beaucoup de gens y vont tous les jours. Les magasins, ce sont des enseignes, ce sont des domaines privés. Donc, on n'y débarque pas avec son dispositif expérimental sans avoir préalablement, évidemment, recueilli l'accord des responsables juridiques de ces enseignes. Ça a été fait. Et puis, évidemment, il était totalement évident que nous ne pourrions pas, Fonds français pour l'alimentation et la santé, faire ça tout seul. Je vous ai parlé de 120 personnes tout à l'heure. Donc il était évident que nous devrions faire appel à des prestataires. Sur un principe, il y a un principe qui a prévalu, même si je m'efforce en ma qualité de haut fonctionnaire de respecter, lorsque je sélectionne des organismes, les critères de la commande publique, qui ne m'ont pas quitté mon esprit depuis les 20 ans ou 25 ans. Il a fallu placer sur le haut des critères de recrutement des prestataires des critères de compétence et d'expérience sur des choses inédites. Alors vous voyez l'affaire. Et donc là, je vais arriver très vite finalement à LinkUp, puisque je vous ai parlé de 2 expériences qui avaient été conduites sur le terrain, portant certes sur une échelle très réduite, de 2 magasins chaque fois, VitaPlus et OptiCourse. Et le pilotage opérationnel ou l'organisation concrète, le fait d'aller coller les sticks, pour être très direct, avait été pris en charge par LinkUp. Donc évidemment, LinkUp, je me suis retourné vers cette agence qui me semblait tout à fait suffisamment expérimentée pour pouvoir m'aider sur des enjeux de cette nature. Non, je vais aller en arrière. Alors, très vite, oui, non, c'était pas pour les manger, c'était pour vous les montrer. Oui, voilà. Donc, alors, pour que vous voyez très vite, on va. C'est d'ailleurs même pas dans l'ordre, peu importe. On a 4 dispositifs qui vont être 4 systèmes qui vont être comparés en grandeur réelle, en conditions réelles. Le premier qui apparaît à l'écran, c'est Nutricouleur. Oui, faites-les passer, finalement, ça me libérera les mains. Et c'est un système dit analytique parce qu'il fait apparaître les grands nutriments, et puis l'énergie, le sel, le sucre, les matières grasses et les acides gras saturés. Et il ajoute une forme de jugement, évidemment selon un mode de calcul, entre le haut niveau de chacun des nutriments, qui apparaît en rouge, et le bas niveau en vert, et le niveau médian en orange. Donc c'est le principe de feu tricolore, tout simplement. Un autre système analytique qui finalement, lui, est monochrome NutriRepère, donc il s'appelle, et finalement les variations, il reprend exactement les mêmes critères, sauf que la traduction concrète de la teneur, c'est la hauteur de la colonne qu'il exprime. Donc, et elle est mise en référence avec les apports journaliers de référence. Et donc, là, pour ce que j'aperçois difficilement, c'est que, par exemple, pour les acides gras saturés, vous voyez une portion recommandée de la pizza en question, puisqu'on l'aperçoit sur la droite, ça apporterait 64% des acides gras saturés. Ça veut dire que de la journée, ça veut dire qu'autrement dit, il n'y aurait plus la place, en théorie, que pour 36. Alors là, on arrive sur les systèmes qui sont combinatoires ou qui sont synthétiques, comme on veut. Celui-ci, Nutri-Score, est à la vérité une échelle nutritionnelle qui s'appuie sur un score qui pondère finalement des avantages nutritionnels et des inconvénients, on peut appeler ça comme ça, et qui vous fait, par un effet de loupe, apparaître la lettre de A à E correspondante à ce que la composition, ce que la recette du produit
donne comme place sur cette fameuse échelle nutritionnelle. Là, vous voyez bien que la pizza est à un niveau C. Alors, petit détail, juste avant de présenter le dernier, on a pris à chaque fois le même produit pour que vous voyez bien que finalement, ces 4 dispositifs sont d'apparence visuelle très très différente. Donc, par hypothèse, il n'y a aucune raison qu'ils produisent rigoureusement les mêmes effets. Et quelques-uns m'ont dit, mais est-on bien sûr de voir des différences? Vous savez, quand on compare des choses comme ça, à ce point différentes, je pense qu'il n'y a pas lieu de douter beaucoup de cette affaire. C'est-à-dire qu'il y a à la fois sur les différents critères quantitatifs sur lesquels on regardera, mais sur les critères qualitatifs, nécessairement des différences à attendre. Alors, le dernier point, qui est le dernier système, qui est celui du repère alimentaire, lui part évidemment du calcul d'un score, un petit peu différent du précédent, mais peu importe. Aujourd'hui, on ne parle pas du moteur ou de l'algorithme, mais de la carrosserie. Donc, ce qui va être testé, c'est finalement l'apparence visuelle de chacun des dispositifs. Et celui-ci fournit une information, dont on verra bien si elle produit ou non des effets, sur les fréquences de consommation. Et même là, on aperçoit également sur la taille de la portion. Parce que quand on dit petite quantité, ça veut dire petite quantité. Ça veut dire qu'il faut modérer. Là, c'est régulièrement. Voilà, régulièrement, ça veut dire régulièrement, mais en petite quantité. Voilà. Et je t'en prie. Peut-être. Merci beaucoup, Noël, pour cette présentation. Je voudrais juste revenir sur chacun des 4 pour qu'ensemble, vous regardiez bien ce que nous dit chacun des repères. Et les mérites relatifs qu'il pourrait avoir. Vous voyez par exemple le Nutricouleur vous montre qu'il y a essentiellement des valeurs rouges, sauf le sucre si je ne me trompe pas, et donc qu'il y a probablement une somme de nutriments qui ne sont pas nécessairement favorables à la santé. Donc ça c'est le Traffic Light du Royaume-Uni. Son avantage c'est que vous pouvez choisir ce qui est éventuellement le sujet qui vous embête le plus à l'intérieur du dispositif alimentaire proposé. Le suivant montre bien que l'excès de graisse et de sel, vous avez les deux qui sont présentés, montre bien que sur cette pizza, il y a des éléments qui sont non satisfaisants sur le plan nutritionnel ou pour lesquels il faut être prudent sans disqualifier l'aliment. Il montre que si par exemple vous avez un régime sans sel, il est probablement très souhaitable d'être en usage modéré de cet aliment. Le suivant vous donne une moyenne finalement de ce qu'est l'équilibre nutritionnel ou la qualité nutritionnelle de la pizza en question. On est toujours dans la même pizza, hein, c'est la même qu'on reprend ensemble, et donc donne une valeur moyenne. Mais vous voyez qu'il n'indique pas nécessairement ce qu'il peut y avoir qui sous-tend finalement ce score, même si le règlement INCO le précise par ailleurs sur un étiquetage dont vous savez qu'il est devenu obligatoire maintenant. Et le dernier, donc, qui est le repère sens, et lui a un score couleur aussi, à classe, sauf que vous ne voyez pas toutes les classes en un seul regard, mais vous avez un repérage de ces classes par la notion de fréquence et de portion. Et donc il combine finalement une couleur, parce que vous verrez que finalement les couleurs sont aussi avec une tendance qui va vers des couleurs plus ou moins favorables ou plus ou moins défavorables, mais surtout il argumente sur la notion de classement pour le produit donné par rapport à l'usage qui peut en être fait, qui peut être ici extrêmement modéré. Vous voyez, donc on voit que les 4 finalement contribuent à une information nutritionnelle du consommateur qui au fond globalement est assez équivalente, sauf que la manière dont le consommateur va se l'approprier, ça on ne le sait pas. Aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas dans la vie réelle, c'est comment ces scores donnent vraiment une aide au consommateur pour orienter son acte d'achat et dans quel temps éventuellement il le fait. C'est toute la pertinence de l'étude et de l'essai qui est fait aujourd'hui et qu'on ne peut pas a priori se dire qu'on connaît le résultat. C'est ça vraiment l'objet de cette évaluation et c'est pour ça qu'on prend un soin tout particulier à vous avoir montré les fondements scientifiques du protocole et comment la mise en œuvre va tenter de répondre à cette question tout à fait essentielle qui est comment le consommateur regarde ces différents dispositifs et se sent confortable avec. Et d'ailleurs les flyers qu'on vous a distribués, il y en a un pour chacun de ces scores nutritionnels. Vous avez compris qu'il y aurait des magasins qui feraient chacun des 4 scores nutritionnels. Ils ne seront pas mélangés dans les magasins. Donc chacun correspond à cette randomisation qu'a expliqué Noël Renaudin. Et donc chacun permettra de voir comment le consommateur travaille en référence à des magasins où il n'y aura strictement rien. Ce qui permet de voir l'écart qui est observé au cours des 10 semaines par les consommateurs par rapport à leur acte d'achat. Et comme vous le voyez également, ces flyers, ils présentent de manière totalement similaire, c'est-à-dire il n'y a pas d'influence
vis-à-vis d'un des scores qui est présenté. Il présente de manière similaire les informations qui sont relatives, et ça, Mme Raffin va vous le montrer également de façon très précise. Et d'ailleurs, ces flyers ont été validés par le comité scientifique, de même que les moyens mis en place au niveau des magasins. Vous voyez, tout ça a fait l'objet d'allers-retours entre la réalisation concrète faite par le porteur de projet et par l'agence LinkUp et le comité scientifique qui a été en permanence en surveillance, en aide et en échange avec les personnes concernées. Chère Madame Raffin, je pense qu'on attend vraiment les aspects concrets. Je crois qu'ils ont été très décrits. Bien, je vais vous décrire effectivement ce que nous avons fait, mais en suivant donc strictement ces éléments et comment arriver à mettre en scène en fait et réaliser tout ça sur le terrain. Donc, pardon Daniel, je pense. Merci. Donc les 4 systèmes d'étiquetage nutritionnel, hein, donc vous les voyez là en déployé. Avec, ce sont les étiquettes qui vont être posées, donc soit A, soit B, soit C, soit D, soit E pour le Nutri-Score. Sur le repère alimentaire, en fonction des produits, il y a 2 options pour le classement de la couleur orange. Donc, puisque sur certains produits, les indications et le système de calcul à mettre soit modérément, soit régulièrement en petite quantité. Donc, ce sont ces étiquettes-là qui, selon l'algorithme qui nous a été transmis, vont être apposées. Et enfin, les 2 systèmes analytiques qui vous ont été très précisément présentés. Voilà, donc l'étiquetage va débuter le 26 septembre, c'est un lundi, c'est-à-dire que les chargés d'étiquetage vont commencer à travailler dès le dimanche et le lundi matin très tôt dans les magasins concernés, et cet étiquetage va se poursuivre jusqu'au 4 décembre. Les 4 rayons concernés et définis par le protocole scientifique, comme cela nous a été présenté un peu plus tôt aujourd'hui, sont d'abord le rayon traiteur frais, donc... Alors là, on a mis hors snacking parce que le rayon traiteur frais dans les magasins sont des rayons assez importants. Donc là, on ne va pas retrouver, par exemple, les sandwichs, la charcuterie, les produits de la mer, qui sont dans d'autres rayons. On a essayé d'avoir une cohérence physique dans les magasins. Et donc, on va retrouver aussi bien les pizzas, les quiches, toutes sortes de plats préparés, et jusqu'aux crudités, donc... très prosaïquement, le céleri rémoulade, les betteraves toutes prêtes, les carottes, etc. Ensuite, un autre rayon, les viennoiseries industrielles. Donc, ce qu'on appelle les viennoiseries industrielles, encore une fois, c'est un rayon assez cohérent dans lequel on va retrouver les petits pains au chocolat industriels, les petites brioches, etc., souvent consommés au goûter ou au petit déjeuner, les pains fourrés. Ensuite, les pains et pâtisseries industrielles, donc encore un autre rayon cohérent dans lequel on va trouver les pains, les brioches en sachet, les pains complets, les pains blancs, les pains de mie. Et puis, un dernier rayon, les plats cuisinés en conserve. Donc, ce sont les conserves dans lesquelles, dans ce rayon, on va retrouver aussi bien la choucroute, le petit sel aux lentilles, etc. Donc, ces 4 rayons vont systématiquement être étiquetés dans non pas les 60 supermarchés tirés au sort, tel que ça nous a été présenté, mais dans donc 40 magasins, 10 magasins par système, 20 magasins qui vont servir de témoins, et 50% de ces magasins, donc ça a déjà été expliqué, mais qui ont été tirés au sort dans des zones et dans des villes où on va retrouver des catégories de population plus défavorisées. Et enfin, on a 3 enseignes participantes, Simply Market, Casino et Carrefour Market. Les 4 régions dans lesquelles ces magasins ont été tirés au sort aussi pour des questions de faisabilité sont l'Île-de-France, plutôt la Grande Couronne qu'au centre de Paris, pour bien respecter les critères qui ont donc permis d'avoir ce tirage au sort sur ces magasins. Les Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais et Picardie, vous avez les petits points qui sont indiqués sur la carte. La Haute-Normandie et enfin Auvergne-Rhône-Alpes également, où se trouvent des magasins dans lesquels l'expérimentation va être conduite. Alors, pour arriver à étiqueter autant de produits, on l'a cité tout à l'heure, donc à peu près 2 millions de produits, plus de 1200, voire même 1300 références, puisqu'on a eu encore quelques éléments là tout récemment, donc 1300 références qui seront étiquetées. L'INRA a pu créer un logiciel qui nous permettait, en fonction des données nutritionnelles
transmises par les industriels qui acceptaient de participer à l'opération. Donc ce logiciel permet de générer les étiquettes en fonction des algorithmes de calcul, des systèmes de calcul de chacun des systèmes. Donc là, vous avez à l'écran, en fait, ces listes, hein, c'est extrêmement simple, hein, mais il fallait donc obtenir l'ensemble des informations, puisque pour certains de ces systèmes, on a besoin notamment d'avoir les taux de fibres qui ne sont pas forcément étiquetés sur les produits, mais ça nous a été transmis par les partenaires du projet. Les chiffres clés. Si vous m'autorisez juste, parce que ce point-là est très important, parce qu'en réalité, on perçoit la difficulté technique d'associer la bonne étiquette au bon produit. Et donc, en réalité, le système est un système totalement électronique, où effectivement, le contact entre une douchette et l'étiquette qui convient se fait. Donc, le tableau permet que lorsque le système électronique dépiste le produit qui est concerné, il adapte l'étiquette parfaitement relative qui convient. C'est véritablement un système totalement automatisé qui évite une erreur d'interprétation. Alors on va revenir sur ce sujet, puisqu'en réalité ça sera aussi vérifié. Mais je pense que le dispositif technique électronique est assez exceptionnel. Je vais vous présenter une slide en fait sur ce sujet, mais en effet, ça a été vraiment la volonté de dire comment réduire au maximum le risque, à la fois d'erreur, bien sûr, de ne pas se tromper, que ce soit sur les systèmes synthétiques ou sur les systèmes analytiques, et de travailler, en fait, on va travailler par rapport au code barre, hein, qu'on va retrouver et qu'utilisent les supermarchés aussi pour étiqueter les produits en rayon. Donc, à partir du code barre qui va être scanné sur le produit, on va pouvoir générer une référence d'étiquette, et les chargés d'étiquette, je vais y revenir, et d'étiquetage vont fonctionner avec ce système-là et un système électronique que je vais vous présenter dans un instant. Voilà, donc les chiffres clés, ce sont 29 industriels qui ont accepté de participer et de nous donner les informations nutritionnelles liées à leurs produits. Les 3 marques distributeurs concernées, puisque bien sûr, il nous fallait absolument avoir les produits présents et de marques distributeurs Simply Market, Casino ou Carrefour. Et là, vous avez le taux de représentativité des produits étiquetés par rayon. Hein, c'est-à-dire que nous n'avons pas eu la participation de tous les industriels et surtout tous les industriels référencés, hein, puisque les magasins nous ont donné et surtout les enseignes, l'ensemble des produits qui sont référencés dans l'ensemble de leurs magasins. On va être parfois dans des petits magasins, tous les produits ne seront pas présents, mais si on se réfère aux listes qui nous ont été transmises par les distributeurs, les enseignes de distribution, on touche aujourd'hui 76% des références. Donc, ce qui est référencé, je pense que ça sera un peu plus en magasin, parce que certains magasins n'ont pas un tel référencement, donc le taux de couverture sera un peu plus important. Donc, 76% pour les produits traiteurs frais. On arrive à un chiffre de 63% pour les plats cuisinés en épicerie, c'est-à-dire les produits en conserve, et de 86%, que ce soit du côté de la panification ou que ce soit également du côté des produits de viennoiserie. Donc, ce qui veut dire que certains produits ne seront pas étiquetés et vont se trouver à côté de produits étiquetés, peut-être un peu de la même manière que ce à quoi seront soumis plus tard les consommateurs si on est véritablement dans des conditions réelles, puisque c'est un étiquetage volontaire à terme qui sera proposé. Donc, plus de 1200 produits référencés. Et si on regarde par rapport au taux de rotation qui nous a été donné pour chaque magasin, puisqu'on a analysé les taux de rotation dans chaque magasin, et on va fournir à chaque magasin les étiquettes qui les concernent, parce qu'évidemment, sinon, pour les chargés d'étiquetage, ce serait vraiment très compliqué, eh bien, on s'aperçoit qu'on va générer sur la période environ 2 millions de produits concernés. Et donc, on a imprimé 2 millions d'étiquettes pour la période. Alors, le dispositif d'information en magasin, il a déjà été évoqué, donc ce qu'on appelle des totems, des grandes structures à l'entrée des magasins. Donc, les brochures qui vous ont été remises aussi, qui seront distribuées à l'entrée des magasins dans ces mêmes totems. Et également, donc, ces brochures seront disposées dans ce qu'on a déjà évoqué, les stop rayons. Donc, les stop rayons sont là pour montrer que c'est là que se passe l'expérimentation sur laquelle les clients auront reçu une information à l'entrée du magasin. Et comme on est sur une longue durée,
l'expérience que j'ai déjà vécue dans les quartiers nord de Marseille montre qu'il faut un certain temps avant que les gens ne s'aperçoivent que quelque chose de nouveau arrive dans leur magasin. Donc, d'où l'importance d'avoir cette expérimentation dans la durée. Donc, ces stop rayons vont être disposés à la fois en début de zone et en fin de zone. Et nous aurons également des totems, donc ces petites structures comme celle que j'ai à côté de moi, qui vont permettre de distribuer à nouveau des leaflets dans les rayons concernés et qui vont permettre de faire comprendre, parce que les gens vont trouver sans doute un peu étrange tout d'un coup de voir sur la pizza qu'ils achètent habituellement ou le petit salé aux lentilles une étiquette, et surtout sur des produits de petite taille, puisqu'il a été décidé d'avoir donc une même surface d'étiquette pour tous les systèmes, et on a choisi une surface d'étiquette à la fois lisible. Parfois, sur des produits de petite taille, l'étiquette sera très présente. En tout cas, on s'est surtout assuré de la visibilité des étiquettes et de manière donc égale en fonction des différents systèmes. Donc les intervenants en magasin, comment arriver à déployer tout ceci? Alors on embauche et nous avons recruté 70 chargés d'étiquetage. Donc ce sont 70 personnes qui vont être affectées parfois dans certains plus gros magasins et sur les étiquetages qui sont un peu comme le Nutri-Couleur ou le Nutri-Repère. On a pour chaque produit une étiquette bien spécifique, donc c'est plus long, on a fait des tests, et donc on a vu qu'il nous fallait 70 personnes pour vraiment pouvoir couvrir le réassort produit qui a lieu plusieurs fois par semaine. Donc ce sont des personnes qui vont travailler tous les jours et étiqueter pour chaque réassort les produits en magasin, quotidiennement. Alors, dans des petits magasins, on va se retrouver, il n'y a pas de très petits, ce sont toujours des magasins, des supermarchés, mais dans des supermarchés où il y a une moindre rotation de produits, parce que dans des plus petites villes, on va avoir parfois 2 heures par jour d'étiquetage, bien évidemment pas au moment du lancement, et puis ensuite, ça peut aller jusqu'à 8 heures par jour, donc on a aménagé ces horaires, et 6 jours sur 7, uniquement dans certains magasins le dimanche, parce qu'il n'y aura pas de réassort dans la plupart des magasins le dimanche. Mais voilà, l'idée, c'est d'éviter au maximum toute rupture, puisque à chaque fois qu'il y aura réassort, il y aura étiquetage de nouveau. Et puis, nous avons prévu aussi un animateur par région pour pouvoir pallier éventuellement des absences, éventuellement une surcharge ou s'il y a un retard de livraison, une livraison plus importante. C'est assez prosaïque tout ce que je vous raconte, mais je pense que c'est important parce qu'on a vraiment voulu coller le plus possible au protocole scientifique et au cahier des charges. Alors, ces chargés d'étiquetage, ils vont remplir ce qu'on appelle ce que le comité scientifique a appelé un cahier d'expérience, c'est-à-dire à la fois s'ils ont des ruptures d'étiquette, on va essayer que ça n'arrive pas, mais si ça arrive, de pouvoir le signaler. S'ils sont chargés aussi de remettre les petites brochures à nouveau en place dans chacun des éléments, de s'occuper complètement du réassort. L'idée étant aussi de ne pas peser sur l'activité du magasin et que l'expérimentation ne dépende pas du coup du taux d'occupation des chargés de rayon en magasin. Donc c'est vraiment un personnel extérieur qui est formé et recruté pour la circonstance. Et ils vont donc également photographier les promotions, éventuellement les têtes de rayon, qui pourraient avoir un impact dans les magasins intervention, mais ce dispositif va être étendu aussi dans les magasins témoins pour pouvoir s'assurer que s'il y a une promotion, elle a bien lieu sur l'ensemble des 60 magasins et que cette information puisse remonter avec des dates précises et pouvoir être ensuite utilisée pour interpréter les résultats. Donc vous voyez en bas de cette diapo comment nous allons fonctionner. Donc les fameuses douchettes dont parlait M. Vallée. Donc ces douchettes vont permettre de scanner le code barre. Chaque chargé d'étiquetage a une tablette et cette tablette va permettre donc de voir quelle étiquette et à quel endroit de gros classeurs, on a aussi, je vous décris dans le détail, mais à quel endroit du classeur se trouve l'étiquette pour pouvoir aller ensuite chercher la bonne étiquette et la poser en face avant du produit. Sachant que, je vais y revenir dans un instant, il y a une formation de manière à ne pas couvrir les informations légales. Alors tout ceci va se faire aussi avec le concours de diététiciens. C'est des diététiciens qui vont aller sur le terrain. Donc, en fonction à nouveau de la taille des magasins, on va avoir un diététicien qui va se consacrer à 2 ou 4 magasins. Donc, ils vont y aller 2 fois par semaine, passer 1h30 par visite. L'idée n'étant pas qu'ils viennent étiqueter, mais qu'ils viennent contrôler
et surtout, le jour de démarrage, aider à étiqueter tous les produits concernés. Parce qu'évidemment, il va falloir étiqueter tous les produits qui sont déjà en rayon pour que le jour du démarrage, on ait bien une couverture totale des produits participants et des rayons concernés, de manière à ce que ce soit bien présent et significatif et de manière exhaustive. Donc les diététiciennes vont venir, et elles aussi ont des tablettes et des scanettes, des douchettes, pour aller au travers, et là aussi ça a été fait en collaboration avec une unité de l'INRA, le laboratoire Alice, de pouvoir aussi avoir une sélection aléatoire et donc de ne pas faire un choix en fonction de leur visite dans le magasin, mais elles vont avoir une liste de produits sélectionnés donc de manière randomisée, donc de manière aléatoire, de manière à bien s'assurer à ce que, au travers de cette visite qui obéit à une sélection randomisée, on puisse s'assurer que l'étiquetage est correctement fait sur chacun des systèmes et chacun des produits. Les diététiciennes, dans le cahier d'expérience, vont consigner les erreurs, si elles constatent des erreurs qui sont faites. Bien sûr, en lien avec le chargé d'étiquetage, tout de suite, il y a des erreurs. L'idée, ça va être non pas d'attendre, mais de venir les rectifier. Et également, elles vont, dans ce cahier d'expérience, nous faire remonter, elles aussi, donc double contrôle sur les promotions et les produits qui pourraient être mis en avant dans certains rayons. Enfin, il y a un aspect contrôle qui a déjà été évoqué précédemment. Ce contrôle se fait dans les rayons d'étiquetage et 2 fois dans chaque magasin par une équipe de 6 auditeurs que le Fonds français pour l'alimentation et la santé a missionné. Et ces auditeurs vont venir avec un questionnaire bien précis, validé là encore par le comité scientifique, venir évaluer si les choses se déroulent bien conformément à ce qui a été décrit et également interroger les chargés d'étiquetage pour bien vérifier s'ils ont été formés, informés comme il se doit pour pouvoir faire fonctionner tout ça. Il y a également de prévu des visites inopinées par la DGCCRF qui viendront constater sur le terrain si l'étiquetage est correct et s'il n'y a pas d'erreur d'étiquetage et vérifier le dispositif expérimental. Donc tout ça ne peut se faire qu'avec une information à la fois des directeurs de magasins, des responsables de rayon, des caissières. Dans les petites villes, les caissières, elles discutent avec, peut-être ailleurs aussi, mais beaucoup dans les petites villes, avec les clients. Donc l'idée, c'est d'avoir une information qui soit dispensée pour que chacun comprenne ce qui va se passer dans le magasin. Ce n'est pas anodin d'avoir des étiquettes sur l'ensemble des produits dans 4 rayons. Et puis des formations d'une demi-journée qui seront réalisées par et auprès donc, des chargés d'étiquetage pour les amener à bien comprendre les tenants, les aboutissants et surtout leur rôle, l'importance de leur rôle, de la rigueur qui va être nécessaire dans le déroulé des opérations et également pour les diététiciennes. Voilà. C'est le dispositif. Si vous avez d'autres questions, je pourrais vous répondre. L'enquête qualitative qui va être également orchestrée, et avant de donner la parole à Daniel Nero pour les aspects quantitatifs, l'enquête du CREDOC, puisque le CREDOC va réaliser une enquête qualitative dans les magasins en mobilisant 20 enquêteurs, et ces enquêteurs interviennent dans des magasins donc tirés au sort sur l'ensemble de l'échantillon. Et l'idée, c'est qu'ils puissent réaliser, avant que l'expérimentation ait un peu sorte de vérification de la faisabilité et de la perception aussi du questionnaire qui sera développé par la suite. Donc un peu une sorte de temps zéro avant le début de l'expérimentation qui est à court à l'heure actuelle. Et ensuite des questionnaires qui vont être réalisés quand plutôt en fin d'expérimentation, donc on appelle ça T+1, à nouveau en magasin dans les rayons concernés, ce qu'on appelle plutôt des questionnaires flash, à peu près 10 minutes. Et enfin, des enquêtes online qui vont être réalisées. Et là, après concertation avec les associations de consommateurs sur la mise au point des questionnaires et pour avoir des questionnaires très précis sur la façon dont les gens, finalement, utilisent ou pas, perçoivent chacun des systèmes et au-delà de l'usage lors de leurs achats, est-ce que ça a également un impact chez eux lorsqu'ils décident de leur menu? Donc, quel est l'impact de la présence de ces étiquettes sur les produits, puisque pas mal d'expérimentations jusqu'à présent ont plutôt eu lieu avec des étiquettes présentes sur les rayons, alors que là, les produits sont rapportés à la maison, et donc il va y avoir une permanence de la présence des étiquettes sur les produits.
Pour les données collectées, pardon. Merci Sandrine. Alors, pour les données collectées, pour tout vous dire, j'en sais un peu plus depuis quelques jours, puisqu'il avait fallu, vous l'imaginez bien, regarder ce qui était interopérable entre les trois enseignes. Chaque enseigne a évidemment son système d'information. Rien n'aurait été pire que de conserver des informations isolées et finalement restant propriété de Carrefour, Auchan et Casino. Donc cette mission s'est terminée. Elle a eu l'immense mérite de montrer, la possibilité de rendre interopérable la totalité des données. Donc c'est bien une masse d'ensemble d'informations qu'on va pouvoir recueillir, peu importe que les observations aient été faites chez Carrefour ou Auchan. Et deux, on y voit beaucoup plus clair dans la structuration, pour avoir regardé dans leur système d'information, tout simplement. Donc on y voit beaucoup plus clair en termes de nature des données. Et donc les données qui sont communes et très faciles, auxquelles on avait évidemment spontanément pensé, sont les données d'achat. Donc et il va y avoir un suivi, et j'allais dire, seront épluchées par les statisticiens les cartes de fidélité, tickets de caisse, etc. Et ça sera évidemment plusieurs centaines de milliers, voire millions. Il y a également des données dans chacun des magasins sur le rayon lui-même, et il y a également des données pour le magasin lui-même, en tant qu'entité. C'est important, je le signale, pour un point, ce sont les reports de vente. Voilà, et les effets de report pourront être vus parce qu'on a bel et bien des données magasins. Donc quand il y a des transferts d'une catégorie à une autre, ce sont des choses qui seront du domaine du visible. Et puis enfin, le quatrième, les séries de données sont celles de l'étude qualitative dont il a été question à l'instant et qui révéleront la perception de chacun des systèmes par les clients des magasins test, ou des magasins pas test d'ailleurs, des magasins contrôle. Voilà. Peut-être un tout petit détail pour conclure, puisque vous avez vu un autre pile de pizzas devant moi, si vous souhaitez le voir. Donc ici, on a bien 2 pizzas qui vont se retrouver étiquetées dans les rayons des magasins. Et on voit bien comment un système, en fonction de la composition nutritionnelle, et on l'a pour chacun des systèmes, on va avoir un classement et une étiquette visible. Ici, cette pizza est, selon le Nutri-Score, elle est étiquetée B. Ici, elle est étiquetée C. Vous avez aussi le même exemple. Donc, on a vraiment pris des pizzas qui ont la même dénomination, mais qui ne sont pas des mêmes fabricants. Donc, vous pourrez regarder, si vous le souhaitez, la différence d'étiquetage entre une pizza et une autre. Donc, c'est ce à quoi les consommateurs vont être confrontés, et y compris toutes les autres pizzas qui seront à côté. Vous voyez par ailleurs que c'est très pédagogique parce que quel que soit le score que vous utilisez, il indique bien des différences qui sont cohérentes par rapport aux résultats, qu'ils soient synthétiques ou analytiques. Ça, je trouve que c'est très intéressant. Après, la perception même du consommateur et l'aide qu'il aura dans son acte d'achat, c'est tout l'objet de l'évaluation en tant que telle. Voilà. Et on voit aussi sur ce système-là, donc ici, la pyramide plutôt de couleur bleue, avec souvent, et ici, la pyramide orange, modérément et en petite quantité. Alors d'ailleurs, les 2 scores synthétiques sont en réalité construits de manière très semblable, avec des critères positifs, des critères négatifs, comme ça a été indiqué précédemment. Ils ont des algorithmes qui ne sont pas sensiblement les mêmes, et même des éléments positifs ou négatifs ne sont pas forcément exactement les mêmes, surtout pour les aspects positifs. Et donc ils ont une contribution relative qui est à la fois de la manière dont l'algorithme a été construit, et à la fois quelle est leur présentation, ce qui a été évoqué par Daniel comme étant une carrosserie. Donc le fait de les comparer, évidemment, aussi extrêmement enrichissant sur la contribution et le mérite de chacun des deux. Voilà, donc n'en doutons pas, on voit que tous ces éléments sont favorables à la tenue d'une évaluation. On va vous passer tout de suite la parole parce qu'on a été très long. On a été très long parce que vous voyez que c'est un dispositif d'une complexité inouïe. D'ailleurs, ça a été repris assez largement par vous-même et d'autres en disant c'est une réalisation complexe, donc elle ne peut pas aboutir. Donc ce qui nous semblait important, c'est de vous montrer que c'est une réalisation complexe, mais que la méthodologie permet effectivement de concrètement mettre en place un dispositif qui permet aux consommateurs de faire des choix et de regarder quels sont ces choix. Donc la complexité n'éliminait pas la possibilité de le mettre en place. Donc ça, c'est évidemment très important, d'où la nécessité de passer du temps pour vous montrer ce dispositif. Et je dirais que ce dispositif, il est exceptionnel. Daniel Nero l'a redit, c'est un dispositif qui n'a jamais été mis en place. Et donc de ce point de vue-là, c'est aussi en termes
peut-être pas de santé publique, parce que la santé publique, elle est derrière l'acte d'achat, mais au moins en acte d'achat et la capacité qu'on a d'intervenir dessus, hein, c'est de l'interventionnel en population, c'est assez exceptionnel. Ceci ne se réalise, je pense, quasiment jamais. Donc on est là dans un dispositif pour lequel notre curiosité, de manière tout à fait évidente, est considérable, et on espère évidemment qu'elle nous donnera des résultats tels qu'on a pris la décision d'essayer de les obtenir, et surtout d'une mise en condition qui nous permet de les obtenir. Hein, tous ces éléments d'apprentissage, d'information, d'accompagnement sans qu'il puisse y avoir une influence en quoi que ce soit pour l'un d'entre eux, c'est évidemment des dispositifs extrêmement sophistiqués, mais qui en même temps garantissent la qualité. Enfin, et pour terminer, tous les éléments de contrôle, hein, puisque vous avez vu qu'il y a des contrôles à la fois de diététiciens qui vérifieront la cohérence entre les étiquettes et les produits qui sont étiquetés. Il y aura des visites régulières dans les magasins avec un cahier des charges à respecter, le fait que les rayonnages soient réachalandés, que les étiquettes soient présentes, etc., avec un suivi, et donc il y a un véritable questionnaire qui est rempli avec des cases oui/non, et donc qui permet effectivement de recueillir de manière quantitative la qualité des contrôles. Donc ça fera l'objet aussi de données très importantes dans le suivi de l'étude. Et enfin, un contrôle qui sera fait par l'administration, par la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes, et qui permettra effectivement là aussi de s'assurer de manière inopinée que tout ce qui a été mis en place est bien conforme au cahier des charges de cet essai. Tous ces éléments auront une traçabilité complète, à la fois pour rendre compte de la qualité de l'étude, mais aussi dans une dynamique scientifique à visée de publication, puisque vous le savez, aujourd'hui, les journaux de niveau internationaux demandent d'avoir les données exhaustives de la réalisation concrète d'une évaluation ou d'une expérience. Voilà, donc ces points-là sont extrêmement importants à avoir à l'esprit. Voilà, maintenant on vous passe la parole, sauf si l'un d'entre nous voulait encore ajouter quelque chose, de telle sorte que vous puissiez poser les questions qui vous brûlent les lèvres. Bonjour, Camille Harel pour le journal LSA. Moi, je voulais que vous nous expliquiez un petit peu à combien se montait le budget finalement d'une telle expérience, qui va subventionner tout ça. Vous avez parlé des pouvoirs publics, mais j'imagine bien que les distributeurs et les industriels ont également été sollicités pour ce budget. Merci. Donc effectivement, vous pointez quelque chose qui est tout à fait essentiel, qui est qu'un dispositif qui concerne le privé, Christian Babuzio a bien rappelé qu'il s'agissait d'entreprises privées, elle est contributive de la réalisation. Donc la réalisation, on a parlé de 2 millions d'étiquettes, suppose un budget, et c'est bien un budget qui est celui du privé, puisqu'il s'applique des étiquettes à eux-mêmes. On remarquera au passage que dans les éléments qui sont proposés, il y a des étiquetages dont l'intérêt strict privé pour les distributeurs concernés n'est pas évident, il est nul. Mais ils ont joué le jeu, ils font le travail, et leur contribution permet notamment, en particulier, cet étiquetage. Mais il y a aussi un certain nombre de financements qui concernent, comme on l'a indiqué, le travail des diététiciennes et d'autres. Après, il y a des financements publics. Donc les financements privés, Daniel va en parler. De même, il pourra parler du budget global qui est envisagé pour ce travail. Ensuite, il y a des investissements publics. L'assurance maladie, dont vous voyez d'ailleurs que sur les flyers qu'on vous a distribués, a apposé son logo. L'assurance maladie considère que c'est une contribution à la prévention et au programme qui est le sien. Donc l'assurance maladie fera un financement, en particulier sur une dynamique qui est celle du contrôle, dans le cadre de la dynamique qui est aussi celle de l'évaluation des données, la manière dont on les extrait, la manière dont elles sont analysées scientifiquement. Mais l'assurance maladie, elle contribue aussi généralement au dispositif, puisqu'on l'a dit, il y a des éléments d'ordre public qui sont à l'intérieur, et ne serait-ce que le dispositif général. Enfin, la Direction générale de la santé contribue également, pour les mêmes raisons que l'assurance maladie, et donc c'est un partenariat à 3. Le cadre conventionnel se fait actuellement et se finalise, et bien sûr, il a recueilli les éléments d'autorisation réglementaire qui s'imposent. Alors, le budget total de cette expérience est de 2,2 millions. Et donc il se répartit avec évidemment une dotation privée du Fonds français pour l'alimentation et la santé qui est un peu supérieure à la moitié. L'autre moitié correspondant à une subvention publique partagée entre Direction générale de la santé et assurance maladie. On peut peut-être rappeler que le coût de l'obésité et du surpoids, c'est de l'ordre de 20 milliards par an pour l'assurance maladie. Donc, évalué par... Bon, mais donc 20 milliards, et sans parler
du reste des maladies cardiovasculaires, etc., induites par l'alimentation. Donc c'est un investissement extrêmement rentable potentiellement en coût pour l'assurance maladie, bien sûr en termes de santé publique. Mais on voit bien pourquoi ça intéresse l'assurance maladie, c'est que c'est un élément de prévention et on peut se réjouir que pour une fois en France, justement, la prévention y soit vraiment présente, y compris au niveau de l'assurance maladie. On sait que l'un des problèmes en France, c'est l'insuffisance de la prévention par rapport au curatif. Là, justement, on a cette situation pour ce qui concerne l'étiquetage. Ça doit être 52 pour être précis. Donc 52% du total est une dotation privée. Ce sont des fonds privés qui ont été, encore une fois, levés au service de l'intérêt général, hein, tout simplement sur ce critère. Et je n'ai plus ni en tête, évidemment, la qualité des donateurs et leur nombre. Une centaine, je pense. Une centaine qui ont contribué pour mobiliser ces 52% de 2,2 millions, quoi, pour faire court. Oui, petite précision. Donc l'État, vous avez dit la DGS et l'assurance maladie participent. Est-ce que c'est légal que l'État finance une opération qui est effectuée par des structures privées? Alors, il ne s'agit pas d'une structure privée, il s'agit d'un fonds de dotation qui répond à un certain nombre de règles. Et effectivement, la loi prévoit la possibilité d'un financement public vers un fonds de dotation dans des conditions un peu exceptionnelles, qui d'ailleurs sont décrites par le texte de loi elle-même, par la réglementation. Et donc, évidemment, il a fallu passer par l'assurance que ce que nous faisions était conforme. Et donc, ceci a été validé par les autorités du budget et des finances. Je pense justement que ce qui est marquant, c'est que, je dirais, il y a la DGS dans cette affaire, mais il y a la DGCCRF qui participe, y compris au niveau du contrôle. Hein. Il y a la CNAM, il y a l'accord du ministère du Budget. Je dirais, pour une fois, il y a tout l'État qui contribue. Et pour ceux qui tous les jours suivent les affaires d'alimentation et comment ça chemine parfois péniblement au sein de l'État, je pense qu'on ne peut que se réjouir de cette unanimité, qu'il y ait un pacte public pour pousser cette opération et la faire aboutir. Et on voit trop tous les jours les retards, les difficultés entre administrations, notamment dans ces domaines-là, il faut bien le dire, pour être aujourd'hui content justement qu'il y ait pu y avoir une dynamique qui ait été créée et qui fait que tout l'État est engagé dans cette opération. L'intérêt évident de l'assurance maladie, on peut l'expliquer assez simplement. On a évoqué la stratification sur des territoires différents sur le plan socio-économique. Et d'ailleurs, quand on a la répartition des acheteurs autour de magasins, ils sont très définis sur le plan de la géolocalisation. En réalité, ce qu'on voit aussi, c'est que cette géolocalisation qui correspond à des profils socio-économiques est en général, et en tout cas c'est bien connu par l'assurance maladie, attachée à des consommations de soins très différentes. Encore une fois, les milieux socio-économiques défavorisés ont des profils de consommation de soins qui ne sont pas les mêmes que les milieux favorisés. Et en général, ils sont plus souvent plus malades. Et je reviens à la présentation que j'ai faite initialement sur l'obésité, les troubles cardiovasculaires, etc. Donc c'est un point que nous regarderons également, comme l'a très bien expliqué Christian tout à l'heure, Babusio. On a des données qui vont être fantastiques et on n'aura pas tout de suite toutes les informations. On aura les informations qui vont nous aider pour la décision que l'ANSES prendra. Mais on aura ainsi la possibilité de recouper des zones géographiques avec un profil d'actes d'achat de soins et d'actes d'achat en magasin par rapport à l'alimentation. Autrement dit, on peut imaginer que dans une dynamique prospective, parce qu'une telle expérience va, n'en doutons pas, être suivie dans un avenir dont il s'agira de savoir s'il est proche ou lointain, on l'espère proche pour ce qui nous concerne, mais on pourra suivre ensuite comment l'évolution par rapport à des actes d'achat nutritionnels s'associe ou pas à des modifications du panier de soins. On voit qu'on est aujourd'hui dans le big data, c'est l'objectif aussi de ce type d'évaluation, et ce big data permet de croiser des données qui sont absolument exceptionnelles. Christian Babusio, qui connaît très bien, pour l'avoir présidé longtemps, l'Institut des données de santé, voit très bien effectivement l'intérêt qu'il a de croiser ce type d'informations.
Virginie Bagouet de l'APM. J'ai pas l'impression que les 3 enseignes que vous avez citées sont des enseignes qui sont particulièrement fréquentées par des gens qui sont des milieux défavorisés. Parce que ce sont des petites enseignes, c'est pas des grands supermarchés ni des supermarchés réputés pas chers. En réalité, c'est la zone géographique qui compte, madame, parce que en réalité, ce que vous dites est tout à fait juste, mais le soin qui a été particulièrement pris, c'est de s'assurer que ces magasins étaient bien dans des périmètres où les acheteurs correspondent à ce profil socio-économique. Autrement dit, que c'est homogène. Et donc, ça permet effectivement de recueillir aussi leur acte d'achat. Et si je peux me permettre... Il y a eu une étude qui a été faite de la composition socio-économique de la population de la zone de chalandise. Donc, les zones de chalandise ont été étudiées pour chaque magasin et de manière à ce que ça corresponde à ce qui était notre objectif. Et donc, ensuite, il y a un tirage au sort qui a été fait, de telle sorte que pour chacun des scores, ce soit parfaitement équilibré et cohérent. Je voudrais juste rappeler que ce ne sont pas des Carrefour City Market. Un Carrefour Market en province, c'est le magasin principal. Alors, on va parfois, pas toujours, retrouver ce qu'on appelle des magasins de hard discount, mais dans beaucoup de villes de province, si vous regardez Fécamp, le Carrefour Market, il n'y a pas de grand Carrefour ou de grand Auchan juste à proximité. Donc, ce ne sont pas des magasins de petits achats de réassort, en fait. C'est ça qui est important. Et c'est à plus trait donc, à la zone de chalandise, mais c'est important de savoir que ce ne sont pas des petits magasins de centre-ville, tels qu'on peut les connaître en province aussi, ou en région parisienne, bien évidemment. J'ai une deuxième question sur la méthodologie. Comment s'assurer que la méthodologie elle est pertinente, fiable et solide, alors que les 2 méthodologistes qui faisaient partie du comité scientifique sont partis? Et par ailleurs, pourquoi les magasins sont répartis aussi inégalement sur le territoire français? On n'a pas entendu votre dernière question. Pourquoi les magasins sont-ils répartis de façon si inégale sur le territoire français? Je vais répondre en duo avec Pierre Chandon. Il répondra sur la solidité méthodologique de ce que nous avons proposé, mais je vais répondre, puisque vous y faites allusion, sur le départ de 2 personnes du comité scientifique. Alors, il y a 2 personnes qui sont parties, personnellement je le regrette, j'ai fait tous mes efforts pour les retenir, mais ce n'étaient pas les méthodologistes du comité scientifique. Je veux dire, il y a énormément de gens dans le comité scientifique, à commencer par mon voisin, dont les compétences en méthodologie sont affirmées, si vous voulez. Ce qu'avait la spécificité des 2 personnes qui nous ont malheureusement quittés, ce n'était pas d'être méthodologiste, c'est d'être orienté sur les perspectives de santé publique. Mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Comment ? Pardon ? Non. Non, mais il est possible que l'affichage, je ne m'en souviens plus, vous avez certainement raison, il est très possible que l'affichage des spécialités des membres du comité scientifique à l'origine ait mis l'accent sur tel ou tel aspect de la compétence des gens qui avaient été pressentis. Ça, c'est tout à fait possible. Mais je vous confirme, sans état d'âme, et il suffit d'ailleurs de regarder le CV des gens qui travaillent encore dans le comité scientifique, je vous confirme sans état d'âme que leurs aptitudes et leurs connaissances et les preuves qu'ils ont faites en méthodologie sont impeccables. Pierre, sur la qualité méthodologique de notre rapport, qui, je le souligne, n'a jamais été mis en cause au plan de la méthodologie, alors qu'il est public, diffusé, et que tout le monde aurait eu le loisir d'en critiquer d'éventuelles faiblesses. Donc, si vous avez une question précise de méthodologie, je serais ravi d'y répondre. Il se trouve qu'effectivement, c'est le domaine que j'étudie personnellement. J'étudie l'impact de l'information sur les comportements d'achat et de consommation. Donc, j'ai travaillé aux États-Unis, j'étais à Wharton, à Harvard, etc. Donc, c'est un domaine que je connais très bien. Et j'aimerais juste attirer l'attention sur le fait que sur les 120 personnes dont on a parlé, les 2,2 milliards, etc., finalement, les seuls qui sont bénévoles ici, si j'ai l'impression, c'est quand même Noël Renaudin et moi-même. On fait ça parce que c'est une expérimentation fantastique. La France sera en pointe au niveau mondial sur la santé et on devrait tous en être très fiers. Moi, personnellement, je suis très fier. Et c'est la raison pour laquelle on a passé beaucoup de temps, dans un temps très court, pour justement s'assurer que le meilleur système gagne. Après, deuxième question sur géographiquement, si vous voulez, l'important, c'est au contraire que les 4 systèmes soient à égalité de chance. Et donc, en fait, c'est plutôt bien qu'ils soient dans des régions similaires.
Parce que si par exemple on a une inondation dans une région ou on a une grève ou quelque chose dans une autre région, ça va fausser les réponses. Et donc en fait c'est très important que ces magasins soient dans des régions similaires, ne serait-ce que par exemple pour regarder l'effet du climat. Donc en fait c'est plutôt un plus. Et une fois de plus, si vous regardez les genres d'études qui ont été faites sur les systèmes d'étiquetage nutritionnel, jusqu'à présent c'est des études très bien, mais c'est un magasin virtuel, un achat hypothétique par 200 personnes une fois. Là, on va regarder sur 10 semaines et on va pouvoir voir si, par exemple, les gens, il n'y a pas simplement un effet de curiosité, qui choisissent le verre pour essayer, mais qui l'adoptent réellement et qui le consomment réellement. Donc, on va avoir des données fantastiques. Oui, j'ai dit 2 milliards, mais c'est 2 millions, parlant d'anciens francs. Non, mais ces scientifiques sont totalement à côté des réalités budgétaires, on le voit. Mais vous voyez à quel point ils sont désintéressés, c'est effectivement, ils insistent sur leur caractère bénévole, qui est très important à souligner ici. Et l'équipe qui a été construite, je dirais, dans un mouvement un peu de décision du directeur général de la santé, soutenu par le coprésident, était improbable. Je veux dire, faire tenir un comité scientifique en lui donnant une telle échéance et de produire un protocole dans une période aussi courte, franchement, chapeau. Et en plus sous le sceau de l'excellence, et ça franchement c'est quand même vraiment très bien entendu. Adrien Cahuzac, journaliste à l'Usine Nouvelle. J'avais des questions sur le processus d'analyse en fait, de cette expérimentation. Combien de temps ça va prendre et à partir de quand on pourra savoir le modèle, le système qui sera retenu ou qui aura la faveur du public? Merci. Ça va prendre du temps, parce que c'est des données énormes. On ne peut pas vous donner exactement une date précise, surtout que, comme on l'a bien expliqué, c'est pas comme s'il y avait une analyse et après c'est fini. On en a potentiellement pour 10 ou 15 ans d'analyse ici. Je vais vous rassurer derrière. Mais, donc ça dépend évidemment des questions qu'on va poser. Donc pour répondre à la question précise, ça c'est pas moi qui vais pouvoir vous répondre, mais on va avoir à mon avis, pour 10 ans de résultats fantastiques grâce à cette étude. En fait, il y a Noël, je vais compléter quand même la réponse. Ouais. Parce que sur quelque chose qu'on n'a pas dit, il était écrit dans le protocole, ceux qui l'ont lu le savent, que nous demandions à la Direction générale de la santé de désigner une équipe caractère public, en tout cas indépendante et compétente, pour prendre en charge le traitement des données. Alors, le traitement des données inclut y compris quelque chose que nous n'avons pas voulu faire parce que nous avons pensé qu'on ne pouvait le faire qu'en coopération avec l'équipe qui ferait concrètement le boulot. Donc ça inclut la définition beaucoup plus précise que nous avons fait du modèle ou des modèles de traitement des données. Et donc nous sommes sur le point, on en a parlé, le directeur général de la santé nous a parlé ce matin des orientations qu'il avait. Alors je ne les dévoile pas parce que ce n'est pas le moment, mais nous lui avons donné notre accord sur ces orientations. Donc nous sommes sur le point de connaître l'identité, qui sera pas seulement connue de nous, qui sera connue de tout le monde, de l'équipe qui assurera le traitement. Cette équipe va se mettre au travail en concertation avec nous, en tout cas avec ceux d'entre nous qui sont les plus impliqués ou les plus capables de contribuer à la définition des modèles de traitement. Va se mettre au travail avant la fin du mois, j'espère. Je pense qu'on peut mesurer en mois, je ne vais pas vous dire si c'est 2 mois, 3 mois ou 4 mois, on mesure en mois le temps qu'il va falloir à cette équipe pour construire le modèle de traitement des données. Encore une fois, comment ? Non, mais attendez, je vais vous répondre après. Pour construire le modèle de traitement des données, au moment où lorsque le modèle de traitement des données sera constitué, ce dont je pense que ça va durer, ça se compte en mois, et pas en années, si vous voulez, en mois. À ce moment-là, aura lieu l'exploitation, c'est-à-dire qu'on fera tourner le modèle, ce qui devrait aller relativement vite, puisqu'il y a un travail qui a déjà été fait, comme l'a dit Benoît Vallée tout à l'heure, c'est un travail de repérage des données disponibles dans les enseignes, d'extractabilité de ces données et d'interopérabilité de ces données. Donc ce travail a déjà été fait, et on sait ce qu'on peut pomper, à quoi ça ressemble et suivant quel format ça se présente. Donc le travail a été bien débrouillé.
Alors, à partir du moment, parce que je ne veux pas vous parler des 15 années, les 15 années, c'est la durée de vie scientifique des données que nous allons collecter. Mais en réalité, ça va évidemment aller beaucoup plus vite. Donc, pour ce qui est de l'objet principal de l'intervention, ça va aller beaucoup plus vite. Initialement, nous étions dans la perspective de rendre notre rapport final au mois de décembre. Je ne sais pas si on pourra tenir le mois de décembre, mais nous tâcherons de ne pas trop nous décaler par rapport à décembre 2016. Merci. Juste pour compléter, s'il vous plaît. Parce qu'il y a plusieurs... Non, attendez, parce qu'il y a plusieurs points qu'il faut comprendre. C'est qu'il y a les données qui sortent de l'étude, leur interprétation, avec des informations assez immédiates qui sont le classement entre les scores, puis des informations complémentaires. J'en ai évoqué quelques-unes tout à l'heure, je n'y reviens pas, notamment sur le croisement de données que l'assurance maladie souhaiterait pouvoir évoquer, et d'autres. Et donc c'est là qu'on rentre dans une perspective de recherche pour lesquelles les scientifiques sont partis, eux, pour plusieurs années, et on en est très heureux, mais le sujet qui nous attache aujourd'hui n'est pas celui-là. La deuxième chose qui est à comprendre, c'est qu'ensuite, ces informations vont être métabolisées par l'ANSES, y compris d'ailleurs avec un certain nombre d'avis qu'eux-mêmes ont déjà rendus sur les dispositifs nutritionnels en question. Vous pouvez d'ailleurs consulter les avis de l'ANSES sur le site du ministère. Et donc l'ANSES métabolise à partir des données obtenues un cahier des charges qui lui semble conforme à la meilleure information nutritionnelle possible. Ensuite, un troisième temps est celui de la signature d'un arrêté. Vous savez que sur le plan réglementaire, un arrêté, ça se prend vite, et c'est ça l'avantage. La signature d'un arrêté qui permettra effectivement de consolider, non pas ce qui est obligatoire, et je le redis pour les distributeurs et les industriels, mais ce qui est recommandé, et c'est évidemment une très très grosse différence. Mais l'avantage qu'il y aura d'avoir une forme recommandée qui a reçu l'assentiment de ceux qui ont contribué à la réalisation même de l'évaluation, c'est qu'effectivement, il y a des chances énormes qu'elle soit appliquée dans les rayonnages. Et c'est évidemment ça qui compte. Encore une fois, la DGS est extrêmement volontariste, vous l'avez compris. Et donc, Noël Renaudin dit bien ce qui a été l'enjeu même de cette mise en œuvre. Et on peut ici saluer la vitesse avec laquelle tous ces travaux ont été mis en place. Et donc, il ne s'agissait pas d'être dilatoire par rapport au travail qui était celui de réaliser cette évaluation de l'information nutritionnelle. On peut considérer aujourd'hui qu'il nous faudra avoir ces données initiales, c'est-à-dire au moins le classement, pour la fin janvier, début février. Comment est-ce qu'on réalise cela? Eh bien, en mettant une équipe de statisticiens susceptibles de métaboliser les données, et donc on en met le nombre qu'il faut pour arriver à respecter le temps qui nous est imparti. C'est là aussi que je salue la CNAM, qui nous permet d'avoir les moyens pour réaliser sur le plan du travail scientifique, de l'exploitation des données, dans des conditions qui sont les conditions les plus optimales possibles. Voilà. Après, l'ANSES et l'arrêté, je pense que ça découle dans les semaines et le mois qui suit. Voilà. Peut-être juste un mot, juste une précision pour montrer la richesse des données, c'est-à-dire que les enseignes vont fournir l'ensemble de leurs ventes d'un an sur un an. Donc c'est pour ça que la base de données sera considérable, puisqu'il y aura une base de données, et pour la première fois en France, qui réunira les données de vente de 3 grands distributeurs. Donc c'est évidemment une richesse fantastique, et qui en même temps est l'un des éléments du calage du travail statistique qui va être fait. Et donc vous voyez, il y aura un double calage statistique, d'une part par rapport aux statistiques de toute l'année antérieure, premièrement, et deuxièmement par rapport aux 20 magasins témoins dont on vous a parlé. Donc de tout ça, mais c'est un problème de traitement. Effectivement, tout dépend du nombre de personnes qui sont mises, mais c'est toujours possible. Et bien sûr, il y a un travail qui se fera en parallèle, c'est-à-dire que l'évaluation se met en place. Pendant ce temps-là, la préparation, puisque les données maintenant sont visualisées et que la manière dont elles seront collectées et transmises est aussi proposée par ce rapport de mission qui a été fait. Ce travail se fait en parallèle. On n'attend pas d'avoir fini l'évaluation pour commencer à s'intéresser au sujet de l'extraction et de l'analyse des données. Voilà. Alors, madame. Oui, Stéphane Aurel pour le journal Le Monde. La composition des comités scientifiques et du comité de pilotage ont été l'objet de plusieurs critiques de la part des médias, Le Monde, Le Figaro, mais aussi Cache Investigation mardi dernier, mais aussi de critiques internes avec, comme l'aurait rappelé Virginie Bagot, la démission de 3 membres du comité scientifique qui n'étaient pas très à l'aise avec les conflits d'intérêts des autres membres du comité scientifique, mais aussi la démission du PDG de l'INSERM, de l'étude, du comité de pilotage.
Or, ce matin, le Mediapart révèle un courrier qui a été envoyé par l'ANIA, donc le lobby agroalimentaire, et la FCD, les représentants de la grande distribution, adressé au ministre de l'Agriculture et demandant de mettre fin à une étude menée sur fonds publics par le concepteur du système Nutri-Score. Or, l'ANIA et la FCD sont membres du comité de pilotage. Est-ce que vous pensez que ces deux membres du comité de pilotage sont encore capables d'avoir un avis objectif dans cette étude ? En fait, si vous voulez, il y a sûrement des points que l'ANIA aurait à répondre et dont je n'ai pas besoin de m'occuper personnellement. Le travail de Serge Herberg n'est pas arrêté et on ne lui a pas demandé de s'arrêter. Ensuite, l'ANIA fait des démarches qui peuvent concerner ce qu'elle considère son investissement dans un projet et peut-être l'interférence que l'autre projet pourrait avoir. Je pense qu'ici, le sujet pour nous n'est pas d'arrêter ou de ne pas arrêter les travaux de Serge Herberg, qui sont des travaux méritants, reconnus, et qui n'ont rien à voir avec la question qui nous est posée aujourd'hui. Pour ce qui est de Serge Herberg, puisque vous faites référence à Cache Investigation et que la question lui a été posée, et de Nicole Darmon, qui est la scientifique qui a contribué à l'algorithme scientifique du score Sens qui vous a été présenté. Chacun des deux ne pouvait pas être inscrit dans le comité scientifique pour une raison évidente, c'est qu'ils font chacun des deux la promotion d'un score. Et donc on aurait pu considérer, et je vais vous en donner un exemple concret, on aurait pu considérer que leur participation influence la manière dont le cahier des charges allait être constitué et les éléments très importants que Pierre Chandon a expliqué tout à l'heure, qui était qu'il fallait donner à chacun la même chance pour être certain que le choix du consommateur était bien celui que nous prenions en question. C'est bien ça que nous souhaitons prendre en compte. Par exemple, le score FSA, donc qui est le score sur lequel tous les travaux de Serge Herberg sont fondés, qui est finalement le score choisi comme celui qui va départager les 4 scores entre eux. Si Serge Herberg avait été dans l'étude, on aurait considéré que le score FSA avait été choisi parce qu'il était à l'origine de ces travaux. Ça l'aurait mis dans une difficulté personnelle importante. Je pense que c'est le meilleur service qu'on puisse rendre au score 5C, c'est de le comparer à d'autres, pour voir quelle est sa performance scientifique. Voilà. Par rapport aux démissions que vous avez évoquées, je veux juste y revenir très rapidement parce qu'il n'y a pas forcément lieu de passer du temps là-dessus. Ces chercheurs sont partis à la toute fin de l'écriture du protocole. Il faut le dire, la manière dont on a constitué ce comité scientifique était très originale et très particulière. On a mis ensemble des personnes qui n'avaient pas vocation, à un moment donné, à se mettre ensemble pour travailler. Il se trouve que l'un et l'autre ont considéré que les modalités mêmes de leur travail étaient compliquées à achever dans le cadre du protocole tel qu'il avait été proposé. Ils ont souhaité ne pas signer. Voilà. Et donc les 10 autres ont signé, et ont signé conjointement un protocole scientifique dont, encore une fois, il n'a pas été discuté scientifiquement aujourd'hui par quiconque, alors même qu'il est disponible au niveau public depuis 5 mois. Voilà. Excusez-moi, pour le PDG, puisque vous avez parlé, laissez-moi terminer, madame, s'il vous plaît. Donc, pour ce qui est du PDG de l'INSERM, il a considéré que puisqu'il n'y avait plus de chercheurs de l'INSERM dans le dispositif, il ne semblait pas logique pour lui de rester. Il nous a d'ailleurs fait un courrier qui était le retrait de son intérêt par rapport au travail qui n'impliquait plus les chercheurs de l'INSERM. L'INRA est resté et les chercheurs de l'INRA sont présents dans le dispositif scientifique. Vous ne trouvez pas gênant que le PDG de l'INSERM soit parti ? Pardon ? Vous ne trouvez pas gênant que le PDG de l'INSERM soit Madame, parti ? le PDG de l'INSERM a la C'est surtout gênant pour lui. Non, mais le PDG de l'INSERM a choisi, parce que ces 2 chercheurs de l'INSERM n'étaient plus là, de quitter. Ça me semble cohérent par rapport à la démarche qui peut être celle de l'INSERM. Moi, il ne m'appartient pas de qualifier la démarche d'Yves Lévy, qui, par ailleurs, est une personnalité éminente scientifique de notre pays. Je voudrais revenir sur une dernière chose, parce qu'il faut être très précis. Justement, le fait que nous, membres du comité, n'ayons pas de lien avec tel ou tel système, on n'a pas créé le Traffic Light ou 5C Essence, nous permet justement d'avoir cette indépendance. Et dans le comité, les gens qui sont partis, je suis désolé, ne sont pas les gens qui avaient la plus grande expertise de l'étude du comportement d'achat en magasin. Donc je pense que le comité tel qu'il reste, vous pouvez regarder les publications, etc. Au niveau de renommée internationale, de tout ce que vous voulez, on a quand même quelque chose de solide. Et dans tous les cas, le but de notre présence, c'est de pouvoir ensuite publier les résultats et les soumettre à l'approbation de la communauté scientifique. Et donc on verra bien si on trouve des problèmes dans notre protocole. Jusqu'à présent, encore une fois, personne n'a réellement soulevé le moindre problème.
Excusez-moi, je voulais juste préciser sur le premier point de votre réponse. Vous signalez, dans vos mots, Serge Herberg et Nicole Darmon seraient les promoteurs de systèmes. Alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que l'ANIA, qui fait partie de... À l'époque, ça s'appelait la CIA, hein, c'était son nom, maintenant Food Drink Europe, le système des Nutri-Repères a été développé dans le cadre d'une opération de lobbying. Donc pourquoi mais ils ne sont pas au comité scientifique, madame. Vous me parlez du comité scientifique. Je vous parle du comité de pilotage. La présence de l'ANIA, elle est au comité de pilotage. Merci pour votre question. Ce sont des promoteurs d'un système. Donc madame, pourquoi faire une différence merci. Avec ce terme promoteur, je le trouve un peu étrange dans la... Madame, merci pour votre question. Merci pour votre question parce qu'elle me permet de répondre très correctement à ce que vous soulevez. Le comité de pilotage représente et représentera les acteurs impliqués dans l'évaluation. Et donc vous avez les 3 ministères, vous avez la CNAM qui est rentrée récemment et elle n'a pas encore eu le temps de venir à l'évaluation puisqu'on l'a associée dans le cadre de sa contribution financière. Vous avez l'INSERM et l'INRA, donc l'INSERM on a dit ce qu'il y avait à en dire. Et puis il y a une représentation des consommateurs, il y a 2 associations de consommateurs, et il y a une représentation des distributeurs et des industriels. Forcément, je veux dire, ceci concerne l'ensemble de ces parties prenantes. Ce dont vous me parlez par rapport aux scientifiques, ce sont le comité scientifique. Si l'ANIA avait été dans le comité scientifique, indépendamment du lien d'intérêt qu'on aurait pu évoquer, c'est parce qu'effectivement, elle aurait été promoteur d'un produit. Donc pourquoi est-ce que Serge Herberg et Nicole Darmon ne sont pas dans le comité de pilotage ? Eh bien, c'est la raison pour laquelle on a fait rentrer l'INSERM et l'INRA, c'était pour représenter les 2 chercheurs principaux du domaine, qui sont l'un à l'INSERM, l'autre à l'INRA. C'était ça le message que nous avions par rapport à la représentation scientifique. Voilà, on ne pouvait pas mettre des personnes individuellement. Ce sont des représentations d'institutions qui ont été mises dans le comité de pilotage. Donc il ne faut pas faire l'analyse du comité pilotage comme vous faites celle de l'analyse du comité scientifique. Dans le comité scientifique, si nous avions eu l'ANIA, il aurait été évidemment tout à fait anormal de les voir. En particulier parce qu'effectivement, ils sont intéressés, d'ailleurs très sincèrement entre nous, l'ANIA n'est pas intéressée uniquement par les repères nutritionnels journaliers. Ils ont avancé dans leur démarche. D'ailleurs, ça aurait été une démarche très pédagogique que celle d'avoir la concertation qui a précédé le comité de pilotage. Ils sont intéressés également par maintenant le score, qui est le score synthétique, en particulier Sens. Voilà. Mais ils ont tous dit d'ailleurs, et c'est intéressant parce que vous avez fait référence à Cache Investigation, ils ont tous dit qu'ils prendraient le meilleur de l'évaluation. Ils l'ont tous dit. Une dernière question, parce qu'il est tard et que d'autres obligations s'imposent à nous. Ces données, vous avez dit qu'elles allaient être exploitées pendant 10 à 15 ans. J'imagine que ce sont des données qui vont intéresser plus qu'intéresser les industriels. Donc finalement, c'est aussi un financement public qui sert à apporter plein de données potentiellement à l'industrie. Non, la base de données, c'est des données extraites des industriels et la base de données, elle sera à disposition de la recherche publique. Vous savez qu'aujourd'hui, les données de santé, mais je vais passer la parole à Christian Babuzio là-dessus, les données de santé sont disponibles à la recherche publique et sur des éléments contractuels peuvent être disponibles pour des institutions privées. Donc ces données-là, telles qu'elles seront constituées, répondront exactement aux mêmes critères que toute source de données publique dont on peut disposer aujourd'hui. Puisqu'en réalité, il faut bien comprendre que ce qui va être construit en termes d'entrepôt de données, c'est-à-dire la somme de toutes les données qui auront été extraites, ça n'est plus la même chose que ce qui est disponible dans les banques de données des distributeurs concernés. Mais pour bien répondre à votre question, je pense que vous pourrez en être d'accord. De toute façon, ce sont les données qu'ont les industriels et les distributeurs, par définition, puisque chaque jour, ils suivent leur vente et ils ont l'historique de vente. Donc pour eux, si vous voulez, de toute façon, ils auraient pu le faire. Bon. Ceux pour qui ça va être un plus, c'est justement la recherche publique. Et notamment, nous avons tenu à ce que, et nous l'avons bien dit en comité de pilotage et avec le comité scientifique, c'est-à-dire que ce qu'aura d'ailleurs le comité scientifique, ce n'est pas seulement les résultats de l'exploitation des données. Ils auront à leur disposition les données de manière à pouvoir éventuellement faire d'autres traitements. Et de même, les données qui auront été collectées seront disponibles pour des équipes de recherche. Donc, forcément public. Pas forcément public, mais notamment public. Et donc, ça sera le fait que, à l'occasion de l'expérimentation, on constitue cette base de référence,
eh bien, qui pourra servir pour d'autres études, c'est un apport très important pour la recherche. Et comme le rappelait Benoît, j'ai présidé 9 ans l'Institut des données de santé depuis sa création, et je sais bien qu'on avait besoin de cette base. Hein, et c'est pourquoi aussi ça intéresse la CNAM. Hein, mais bien sûr, les industriels et les distributeurs, par définition, ils avaient déjà leurs propres données. Excusez-moi, j'ai terminé. Je rappelle que ce sont des données qui seront anonymisées. Hein, on n'aura pas vos achats. Donc, il n'y aura pas de problème de confidentialité. Voilà. Et qui seront disponibles à des fins d'études scientifiques. Uniquement. Alors, est-ce que je peux répondre à cette question ? Alors, le comité scientifique avait listé, à la vérité, 5 catégories de produits, et nous avons dû rendre compatibles les recommandations du comité scientifique et le budget. Et le rayon des produits laitiers a une très très forte rotation. On en trouve plusieurs dans le caddie moyen, et on n'aurait pas pu financer, on n'avait pas levé suffisamment de fonds, on aurait totalement explosé le budget si on avait introduit cette catégorie de produits. Par ailleurs, on a obtenu, en allant vers d'autres catégories qui étaient recommandées par le comité scientifique, finalement, et d'ailleurs, heureusement qu'on a eu un complément de financement de l'ACTAM, mais on a obtenu 1200 références de produits, comme ça vous a été dit, ce qui est très sensiblement supérieur à la simulation initiale qu'on avait faite et qui était de 800 et qui nous permettait déjà d'avoir l'espoir de voir des différences et de pouvoir avoir une robustesse statistique suffisante. On est au-delà de ce qui était prévu, mais pour autant, si on avait pris les produits laitiers, on était infiniment plus loin et on n'aurait pas pu suivre en termes de budget, tout simplement. Encore une fois, il ne s'agissait pas d'être... Je passe la parole à Pierre, mais il ne s'agissait pas d'avoir tous les produits. Il fallait avoir une représentation dans laquelle les écarts étaient suffisamment importants, c'est ce qui a bien été dit, qui permettent de voir l'impact réellement qu'ont ces repères nutritionnels sur l'acte d'achat. Pierre. Juste pour conclure là-dessus, s'il existe une différence entre les systèmes, on va la trouver. Et si on ne voit pas de différence, c'est qu'il n'y en avait pas. Donc on a vraiment là, je pense, tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment comparer et ordonner les systèmes et regarder s'ils ont réellement, ce qu'on espère tous, un impact positif sur les comportements alimentaires. Merci pour cette conclusion, Pierre. Je vous remercie à tous pour votre présence et puis pour les questions nourries que vous avez bien voulu nous poser. Merci beaucoup.